Ils peuvent être membres du parti, ils sont là. Alors, avoir un gouverneur, un préfet qui soit de fait membre du parti au pouvoir, c'est difficile à comprendre ça. Ils sont membres de fait. Qu'ils le veulent ou pas, ils sont membres du parti au pouvoir. Lisez les statuts du RDPC. Mais justement, c'est un peu la matière de l'opposition de contester toutes les décisions de sous-préfet, préfet et gouverneur, qui sont dans tous les cas partisans, puisqu'étant de fait membres du parti au pouvoir. Est-ce qu'en ce moment le jeu démocratique est encore clair? Est-ce qu'il est lucide? Ils peuvent contester, ça c'est clair, c'est contestable, hein, mais fondamentalement. Que va-t-on faire dans l'opposition? Voilà la présidentielle qui arrive. Ce que je suis en train de dire. On connaît les rôles des chefs de terre dans ce genre de situation. Ce que je suis en train de membres du RDPC, vont-ils laisser perdre leur parti? Désormais, l'ECAM a réglé ça. Et l'ECAM, justement, a permis, l'avancée que l'ECAM permet, c'est qu'il y a un détachement des élections de l'administration. Ça, c'est au moins l'avancée que l'ECAM permet. Sur la forme, là, il y a un problème culturel qu'il faudra régler. Oui. Maintenant, je dis que c'est la culture politique camerounaise, c'est la culture étatique et politique camerounaise qui a imposé cela. Il faudra s'en départir par des mécanismes assez originaux. Parce que vous n'êtes même pas sûr que si l'opposition arrive aux affaires, elle va annuler ça. Vous n'êtes pas sûr. Parce qu'aujourd'hui, on a un problème, c'est qu'une grande partie, 90% de l'opposition camerounaise, est colonisée par les anciens barons de l'UNC, qui ont été moulés dans cette culture-là. Parce que quand on est dans l'opposition, on fait des promesses, mais quand on est au pouvoir, on a entre les réalités culturelles et les urgences de la gestion de l'État, on fait le choix de l'urgence et de la conservation du pouvoir. Donc n'allez pas vite en besoin. C'est culturel, c'est pour ça que c'est difficile à travailler, c'est mental et c'est culturel. C'est un changement de logiciel administratif et politique et étatique même qu'il faut pour bouter ça hors de l'esprit, n'est-ce pas, de nos administrateurs. C'est là que ça. Alors, cette affaire, elle est un peu compliquée. C'est très compliqué. C'est très compliqué. Où les contestations commencent déjà à se faire entendre, notamment de la part de l'opposition. Une force comme celle-là n'est pas jolie. Pas du tout. Ça prête le flanc, comme je l'ai dit, à toutes sortes de soupçons. Même si là-bas, il arrive que le parti au pouvoir gagne normalement, mais on verra toujours la main du gouverneur qui est de fait membre de ce parti politique. Je préfère encore qu'on masque ça, comme c'est le cas pour les autres préfets et sous-préfets qui ne disent pas publiquement ou alors qui n'assistent pas à certains meetings des partis politiques. Ça, c'est encore élégant. Mais qu'est-ce que Jean Cutel, le secrétaire général du comité central du RDPC, attend justement pour le démissionner, si vous voulez, parce qu'il est gouverneur, pour le démissionner au moins du comité central. Au moins pour nous rassurer. Même s'il va rester militant, ils se sont des civils, ils peuvent être militants. Mais toutefois, quand même, avoir un poste de responsabilité au sein d'un parti en compétition. Et moi, j'ai l'impression que là-bas, ils n'ont pas la culture de remplacer. Marafal est toujours membre du bureau politique. Hein. Justement. Mais et doit, les RDPC n'ont pas la culture du remplacement. Ils ne remplissent pas. La précision qu'il faut faire, donc il n'y a pas de confusion dans l'expérience, c'est que dans le statut du RDPC, quand le congrès du RDPC, ils sont d'office là. Ils sont d'office au congrès du RDPC. Oui, même s'ils ne sont pas militants, les statuts disent que quand tu as un congrès, ils sont dans la salle. Ils sont là. Tous les gouverneurs sont dans la salle. Ils sont là. Les ministres, tous ces consorts, ils sont là. Je vois pourquoi Jean-Michel Nietzsche a toujours des problèmes avec les patrons territoriaux du Cameroun. Allez, justement, parlons de la crise anglophone. 2 prêtres tués en 2 semaines à Batibo et à Mouyouka. Le premier, c'était un prêtre ghanéen. C'était la semaine dernière. On l'avait appris du côté de Batibo. Il était tombé sous les balles lors des affrontements. Ça, c'était le premier prêtre à être tombé. Mais dimanche passé, un autre qui sortait des Boyards, qui voulait rendre visite à sa famille, est tombé du côté de Mouyouka. Il officiait du côté de Boumaka. C'est une localité toujours de ce côté-là, malheureusement. Alors, est-ce qu'il a été tué accidentellement ou accidentellement, une balle perdue. Une balle perdue, c'est ce que le communiqué de la paroisse indique. Donc, accidentellement. Comprenons un peu cette affaire de balle perdue. Ça se passe comment? Ça se passe comment? Ça se passe qu'il y a affrontement. Peut-être par inadvertance, tu empruntes le même chemin, et bien une balle est déclenchée et ça vous atteint. Mais quand on sait qu'en ce moment, ils sont tous dans la brousse, les villages sont complètement en désert. Les gens quittent les villages pour se réfugier dans la forêt, pour éviter justement les combats, l'affrontement entre les séparatistes. Parce qu'il y a plusieurs versions. Il y a une autre version qui dit que, parce qu'il anime une émission dominicale à Mon Cameroun FM, oui. Il aurait fait une déclaration le matin, demandant aux socialistes d'arrêter ou alors de ne pas, aux populations de ne pas observer les ghost towns. Donc c'est une opinion sur place dit que c'est ça qui lui aurait peut-être valu les représailles des séparatistes là, mais dans le communiqué. Mais de manière officielle, il est dit que c'est une balle perdue maintenant. Il y a d'autres rumeurs qui disent que ce sont ces déclarations faites à l'antenne le matin et donc il allait rendre visite à sa famille et c'est en rentrant que la balle, il a été atteint d'une balle. Ouais. Mais justement, on en sait le plus maintenant aussi sur
sur la mort du patron de Miss Hôtel du côté de Buea. Maintenant, il s'agirait justement des séparatistes qui voulaient régler les comptes. Il aurait promis un financement à ces derniers avant de changer d'avis par la suite dans une correspondance, dans une confidence qui a été finalement éventrée. On se rend compte que ça a été un règlement de compte et également il n'est pas le seul à être tombé et on annonce que justement il fallait masquer cela pour ne pas s'attirer la foudre des populations justement concernant les séparatistes en faisant croire qu'il a été tué par les hommes de la République du Cameroun, il faut le préciser ainsi. En tout cas, les enquêtes nous diront davantage ce qui en est exactement. Mais ce qu'on devrait comprendre justement c'est cette méthode de fermer les boutiques à Buea. Alors, par le maire, pour ceux qui observent les villes mortes, ça, on est vraiment embarrassé de ce côté, Emmanuel Coco. Très si vous observez les villes mortes, votre boutique est scellée. Et moi, je ne comprends pas parce que là, les commerçants qui font tourner la ville sont entre le marteau et l'enclume. D'un côté, s'ils n'observent pas le ghost town, eh bien, ce sont les séparatistes qui vont les piller et piller leur boutique. Maintenant, s'ils observent, eh bien, cette fois, c'est la mairie qui vient vous sceller et vous ne pourrez ouvrir qu'après avoir payé une amende. Alors, est-ce que c'est la bonne méthode pour gérer cette situation-là ou alors sensibiliser ou alors donner des garanties de sécurité? Mais la question, on va la poser à Bandakani. Bandakani, finalement, c'est le règne de la terreur. Celui qui paie le prix, le loup tribut, c'est le citoyen qui est entre deux feux. Le feu de l'administration et le feu des séparatistes. C'est pour ça que dès le début de cette crise, notre position a été claire. Nous nous sommes démarqués de toutes les forces politiques en disant qu'il fallait faire extrêmement attention. Extrêmement attention. C'est pour ça que même les concepts qui sont utilisés, je m'en démarque. Les concepts de séparatistes. Moi, je ne partage pas ce concept. Donc, il faut restituer les choses. Nous avons affaire à une entreprise qu'on a masquée derrière des soi-disant revendications anglophones, qu'on a masquées derrière des dynamiques dites de marginalisation, mais qui sont en réalité une dynamique de pur banditisme politique. Je m'explique. Dès 2012, les leaders de ce mouvement que vous appelez Amazonie vendent les deux régions à un Pakistano-américain qui revendique sur Internet. Tout le monde le sait. Il dit que ce sont on lui a cédé les droits de ces deux régions. Et les représentants de ces leaders aux États-Unis menacent constamment l'État du Cameroun pour dire que vous n'avez pas le droit de signer un quelconque contrat avec n'importe quelle entreprise, n'importe quel opérateur multinational sur ces régions-là, ça nous appartient. Il s'appelle Zulfikar, il le revendique clairement. L'entreprise qui gère cette affaire, ses droits, est même en bourse avec ses droits acquis. Je dis, il trafique en bourse avec ses droits acquis. C'est une entreprise, c'est Kilimanjaro. C'est établi aujourd'hui que c'est une couverture de la CIA américaine. La commission de sécurité de régulation financière de l'État de l'Alberta au Canada a indexé cette entreprise pour 97 rapports mafieux et faux. Je donne les chiffres. Faux. Donc, normalement, il devait être interpellé par les États-Unis. Et les Canadiens ont transmis les rapports au gouvernement américain, qui n'ont jamais rien fait contre Kilimanjaro. Tout ça, voilà pourquoi les gens meurent dans ces régions-là. Voilà pourquoi il y a tout ça. Donc nous, au début, on a bien dit que voilà ce à quoi ça va arriver. Nous avons été isolés comme d'habitude, mais aujourd'hui, les faits nous donnent raison. Donc ce n'est pas une affaire de séparatisme. Alors, qui a vendu ce territoire, mais ce sont les leaders amazoniens. De quel droit? Allez leur demander. Allez leur demander. Et jusqu'à aujourd'hui, cette entreprise réclame, ils disent au gouvernement camerounais que si vous voulez qu'on cesse le soutien à ces gens, c'est-à-dire entériner ce qu'ils nous ont cédé. Et ça devient quoi finalement? Mais il fallait poser cette question dès le départ de la crise anglophone. Je l'ai dit dès le départ de cette crise. Il se lève un matin parce qu'il est pakistano-américain. Je l'ai dit dès le début de la crise anglophone. Pourquoi? Parce qu'à l'ONU, dans le couloir de l'ONU, il y a une organisation qui a été créée par les multinationales. À l'issue d'un pacte entre l'ONU et les multinationales, sur Kofi Annan. Un scandale terrible que l'ONU devienne la couverture, la vitrine de l'expansion des multinationales. C'est le couvert du développement. C'est Kofi Annan qui a signé ça. C'était un scandale. Ils ont créé une organisation qu'on appelle United Nations People Organization, qui dit qu'ils font la promotion du droit des peuples à l'autodétermination. Derrière ça, il y a quoi? C'est que vous allez observer que les peuples dont on va assurer l'autodétermination sont les peuples des régions extrêmement riches qu'on va démembrer de leur État historiquement. On va les démembrer pour les mettre sur la coupe des multinationales. C'est le projet qui a abouti au Soudan. C'est le projet qui a derrière le Biafra aujourd'hui au Sénégal. C'est le projet qui avait le Cabinda en Angola. Donc ce n'est pas une affaire isolée. Les textes existent. Donc c'est dans cette dynamique-là que ces gens se sont alliés avec ce que vous appelez le diaspora anglophone. Ils ont signé des accords. Et on a monté l'affaire sur Hillary Clinton,
bien organisé avec l'implication de M. Christopher Foumonio, tous ces gens-là, ils se sont impliqués. Des Camerounais, Christophe Foumonio. Je vous donne des faits. Les tests existent. Je l'ai démontré depuis 2 ans. On m'a marginalisé dans certains médias pour dire que non, il ne faut pas qu'ils parlent. Parce que beaucoup d'argent a coulé dans cette crise. Voilà ce à quoi ça aboutit. Si Mme Clinton n'avait plus le pouvoir, on n'en serait pas là aujourd'hui. C'était très grave. C'est la main de Dieu, comme on dit, qui a empêché qu'elle gagne. Parce que c'est le projet qu'elle avait pour le Cameroun. C'est ça la vérité. Tout ce qu'on vous a raconté, c'est du bobard. Ce sont des bobards. Justement, cela justifie le message qu'elle a envoyé il y a 4 ans au peuple camerounais. On n'avait pas compris. Mais vous avez tout compris, Cyril Bojiko. Je vous donne les faits. Ce qui se passe à l'ONU. Je vous donne les faits. Vérifiez, vous allez voir ce que je suis en train de vous dire. Ce Indo-Pakistanais revendique ces 2 régions du Cameroun. Il dit que ça lui appartient. Il a acheté à combien? Mais allez demander à vos amis. Excusez-moi, pas vos amis. Allez demander à cet ambazonnier. Et tout ce qui les soutient le Cameroun. Qui les soutient au Cameroun? Mais la plupart des partis politiques que vous appelez partis de l'opposition, qui ont soutenu ça, en demandant à l'ONU de venir intervenir au Cameroun sur cette base-là. Nous avons été le seul à nous opposer à cela. Menace de mort. On m'a terrorisé et tout. J'ai dit, je tiens bon, j'aime mon pays. Je ne peux pas accepter ça. Que 2 personnes se lèvent, vendent 2 régions du Cameroun en se masquant derrière des soins revendications séparatistes. Ce sont des histoires. Si on veut qu'on parle de la crise anglophone, on en parle. Il y a des éléments historiques, on va en parler. Donc il y a de la manipulation dans l'air. C'est plus que ça. Justement, on en parle. C'est une entreprise de démembrement du Cameroun. Et on va donc en parler en détail juste après la pub. Et toujours avec Banda Kani comme invité ce matin dans cette émission Sacré Matin sur Radio Balafon. Vous nous rejoignez à l'instant, il pleut des cordes sur la ville de Douala. On se demande si c'est le même cas sur toute la région du littoral et bien au-delà. Bonjour à Bana, Bangou, Bangoua qui ressort Radio Balafon sur FM 90.3. Et la Chine aussi. Oui. Et la Chine aussi où on nous écoute. En Chine, où on nous écoute. À travers justement, on est en live sur Facebook. Notre nouvelle vantardise. Notre nouvelle vantardise. Longuet, c'est lui qui avait raison. Nous sommes sur Facebook Live. Est-ce que je peux voir ce qu'on dit ce matin? Voilà, justement. Allez, bonjour à toute la diaspora camerounaise qui écoute Radio Balafon à travers Facebook Live. Merci pour vos différents commentaires. Nous allons d'ailleurs vous les rendre dans un instant. Excuse-moi, comment on arrête ça? Parce que là, je ne vois pas, je ne me vois pas. Allez, bonjour. Comme le député à l'Assemblée. Donc, en tout cas, bonjour, c'est toujours un bonheur chaque matin d'être en votre compagnie à travers les ondes de Radio Balafon pour nous écouter sur le 446 de Canal Sat. Et Banda Kani, vous le voyez bien, est toujours avec nous ce matin. Alors nous parlons de la crise anglophone, on n'arrive pas à comprendre justement ce qui se passe en ce moment, des tueries en n'en plus fini, des enlèvements, des kidnappings, des actes de banditisme, beaucoup plus que les revendications, comme ce fut le cas au-delà. Les choses ont évolué entre-temps, la criminalité est de plus en plus accentuée, mais sur le plan politique, de moins en moins de revendications. Expliquez-nous, qu'est-ce qui se passe exactement en zone anglophone? Voilà ce à quoi on habitue lorsqu'on décide de démanteler l'État et de laisser un espace entre les mains des gants qui ont des revendications soi-disant politiques, mais qui masquent les entreprises mafieuses. C'est quoi la crise anglophone? C'est une crise de l'intérêt, c'est une crise du caractère international du Cameroun. C'est une crise du destin universel du Cameroun. Ce que les hommes politiques ne savent pas interpréter pour la plupart. Dans quel pays sommes-nous, Cyril Bojiko? C'est un grand pays sur lequel se joue le destin du monde. Voilà pourquoi vous avez eu dans ce pays tous les divers colonialismes se sont arrêtés au Cameroun. C'est le seul pays au monde qui a reçu tous les projets coloniaux. Tous les colonialismes occidentaux ont fait un arrêt au Cameroun. Quand ils ne se sont pas installés, tout, ce n'est pas un hasard. Pourquoi c'est seulement ce pays qui a cette particularité-là, pour qu'ils viennent tous? Alors, vous partez depuis Douala Mangabel. Oui. Qui sont les premiers, et je rends hommage à nos ancêtres Douala, qui sont les premiers à inventer le droit international, en offrant aux Allemands un projet de co-souveraineté que les Allemands à l'époque illettrés ont été incapables d'interpréter et ont opposé à ces gens la violence que vous connaissez. Où nous devons continuer ce travail en allant poser à l'ONU la question de la tutelle et du mandat qui transformait le Cameroun en une colonie, ce qui n'a jamais été, et il posait à l'ONU le problème international du Cameroun. Voilà pourquoi quand nous accédons à l'indépendance, l'ONU transfère à ce pays une bombe que vous appelez crise anglophone. Ce ne sont pas les États du Cameroun qui ont créé ça, c'est l'ONU et la communauté internationale qui ont besoin de cette affaire exprès. Ils ont laissé une bombe pour qu'ils puissent revenir quand ils veulent, comme ils sont en train de vouloir revenir aujourd'hui. Donc il y a eu des dynamiques certaines que les gens interprètent plus ou moins. Mais ce ne sont pas les États, l'État camerounais qui est à l'origine de la crise anglophone. Il faut dire la vérité à nos pourquoi on accuse donc le gouvernement dans cette affaire? Ce sont des lobbies. Lorsqu'on veut noyer son chien, on l'accuse de rage. Je vous ai dit que quand les gens décident de devenir des milliardaires, de devenir très riches, comme c'est la phobie de beaucoup de compatriotes, par tous les moyens, on va s'associer à une entreprise que je vous ai expliqué. Oui. Je vous ai dit que
Kofi Annan, cet Africain, que certains apprécient, secrétaire général des Nations Unies, dans le deal qu'il signe avec ceux qui l'ont mis en avant, les multinationales, il s'en va associer l'ONU, faisant dériver et chariver la Charte des Nations Unies qui n'a rien à voir avec les affaires. C'est un institut qui est chargé de garantir le droit international. Kofi Annan va signer un pacte avec les multinationales. Ils appellent ça le pacte pour le développement. N'importe quoi. Et derrière, il y a les multinationales qui ont le projet de s'enrichir et de recoloniser particulièrement le continent africain. La stratégie est celle-ci, c'est de mettre en avant le prétendu droit du peuple à s'autodéterminer pour démanteler les hommes les plus riches des États africains, en faire des États, mais qui seront des États bidons, comme le Soudan, où aujourd'hui sont en train de s'entretuer, pendant que leurs richesses sont transportées, pillées à l'étranger. Il s'agit donc de les démembrer. Alors qu'est-ce qu'on fait dans cette géopolitique du chaos? On étudie les contradictions de chaque pays. Les bombes qu'ils ont laissées en partant, comme ils font au Proche-Orient avec la Syrie, comme ils ont fait avec l'Irak et partout, on les étudie, on recrute des gens. Comme dans les pays africains, il ne manque pas de gens pour travailler contre leur pays. On les recrute contre un droit d'asile en option, je vous informe, droit d'asile en option, c'est-à-dire qu'on module ça. Tant que vous ne rendez pas service au service secret, on module le droit d'asile. On vous dit que vous avez 6 mois, après 7 mois, 8 mois. Donc on vous tient, on vous recrute et on vous met au service de leur projet. Je donne un fait. Est-ce que vous savez à l'heure où nous parlons, aux États-Unis, l'État américain a démantelé un système de fémania mis en place par les ambassadeurs. Comment ça? Je vous explique. Aux États-Unis, il y a une politique qui consiste à assister les étudiants indigents. Ça fait pratiquement $1000 par semaine aux États-Unis. $1000. Ils donnent ça aux étudiants indigents. Vos ambassadeurs sont entrés dans ce système, ils ont créé une entreprise pour recruter. Ils ont recruté 15 000 faux étudiants. Les gars qui prenaient les $1000 ont donné $300 aux faux étudiants. Les 700 qui restaient étaient entre les poches des ambassadeurs. Mon cher Sidi Boziko. L'État américain découvre subitement que, mais écoutez, mais il y a un gonflement inexpliqué de l'argent qu'on a donné aux étudiants. Ils infiltrent le système. On attrape vos amis américains avec vos prétendus ambassadeurs. C'est une femme qui est derrière. On l'attrape, le juif va se marier dans un État américain. Elle loue un hélicoptère. On dit, mais elle sort d'où pour louer un hélicoptère? On la prend. On démantèle le réseau. Alors je vous parle. Il y a près de 400 Camerounais. 400 dans les prisons du Maryland et à Washington. Ils ont fui à masse. Ils sont à Bamenda, d'autres sont à Lagos, d'autres sont à l'Afrique du Sud. Ils transfèrent cet argent ici. Voilà ce que je suis en train de vous dire. Donc cet homme a été arrêté, d'autres ont réussi à s'enfuir. Je donne les chiffres. 400. 400. 400. Énorme. Et c'est une affaire qui date depuis bientôt 1 an. Hein. Non, masquer l'info. C'est plus de 6 mois cette affaire. Comment masquer l'information? Je ne sais pas. Je vous donne les faits. Pour vous dire des dynamiques qui se jouent avec ces droits d'asile qui sont modérés par certains réseaux des services secrets occidentaux pour justement recruter de la main-d'œuvre servile et prête à tout. Recruter des mercenaires d'un autre genre pour aller mettre en place ce projet de démembrement des États africains. C'est cela la crise anglophone. On vous dit autre chose, c'est du mensonge. Je suis très peiné aujourd'hui quand je vois des hommes de Dieu être assassinés. Mais vous oubliez la responsabilité d'une partie du clergé camerounais, particulièrement catholique, qui a légitimé cette crise, en particulier celui que vous appelez Cardinal Toumi. Le respect que j'ai pour votre chaîne m'interdit de dire n'importe quoi. J'aurais été ailleurs, tu l'aurais traité avec le nom qu'il mérite. Voilà un cardinal qui vous dit que le sous-préfet qui est dans son village n'est pas un Camerounais, c'est un bêtis. Il fallait mettre un anglophone. Toute sa vie, le cardinal a travaillé en dehors de cette zone. Nous l'avons accueilli comme un père. Mais à la faveur de la crise, il divise le troupeau en anglophone et en francophone. Pourquoi? Allez réfléchir. On les a impliqués dans l'affaire. Et maintenant, entre eux, il y a un règlement de compte. C'est tout. Ils s'entretuent pour le business, pour l'affaire. Ils s'entretuent. Et ça va continuer. Beaucoup de ceux qui ont pris de l'argent, les uns d'autres, et qui maintenant sont obligés de dire, baisser les armes, ils seront tous assassinés comme ce prêtre-là. C'est de cela qu'il s'agit. Dans la crise anglophone, c'est l'impérialisme, c'est la recolonisation du continent africain, en manipulant nos contradictions, laissées par les Occidentaux pour faire exploser nos États. J'ai été très surpris de voir que beaucoup d'hommes politiques sont entrés dans ce jeu et beaucoup de médias. Heureusement que vous, Balafon, grands médias que vous êtes démarqués. C'est à votre honneur. Merci bien. Mais dites-nous, comment comprendre ça? Le petit peuple, c'est lui qui est manipulé, c'est lui qui ne comprend pas du tout comment ça se passe. Mais c'est vous qui sanctifiez le peuple. C'est vous qui donnez, qui le mettez là où il n'est pas. Un peuple, c'est quoi? C'est ce qu'on en fait quand on veut. Un peuple, on le fabrique par l'école, par les médias, par l'ensemble de mécanismes qui peuvent faire qu'on peut en faire ce qu'on veut. Des moutons un jour, des gens qui réfléchissent un autre jour, c'est connu.
Le peuple, c'est une notion vague. Mettez-y un contenu réel. Il y a des populations en Céline Bojoko. Il y a les catégories sociales, avec leur ossature concrète, la manière dont ils vivent dans leur région, dans leur réalité historique, tribale, si vous voulez, je parle de la tribalité pour le tribalisme, oui. Leur catégorie sociale, c'est-à-dire leur profession, leur métier, et la manière dont ils interagissent avec d'autres peuples, voilà la réalité. Maintenant, si vous voulez manipuler, opposer les gens, vous sortez une affaire, vous dites que bon, vous êtes les anglophones, vous commencez à célébrer une affaire que même les colons britanniques ont dit, vous n'êtes pas des anglophones, vous êtes des indigènes, des natifs. Les Anglais ont refusé de façon systématique d'attribuer le titre d'anglophone à leur colonie. Ils appelaient indigènes. Ils sont allés même plus loin que la France. La France au moins voulait vous assimiler. C'est-à-dire qu'après un certain brevet, un certain stage d'humanité, tu devenais député à Paris, on dit que bon, tu es un grand homme, tu peux être français maintenant. Mais les Anglais ont toujours dit, vous là, les natifs, vous ne pouvez pas être les Anglais. Nous sommes des lords, héritiers d'une grande culture historique, glorieuse. Nous sommes le pays qui a fait la révolution industrielle et changé le monde. Vous n'êtes pas digne d'être anobli en devenant anglais. Vous savez le père de Dodi Fayette, vous le savez donc? Oui. Milliardaire, contribuant énormément à enrichir l'Angleterre. Il a réclamé le titre de lord. Pendant des années, il a dit, monsieur, oh, tu n'es qu'un petit musulman. Tu ne peux pas être lord ici. Contente-toi de la nationalité. Tu continues, nous on te vit. Donc c'est clair. Alors, quand on vous donne l'interview que vous appelez anglophone, on vous crée tout le temps une ethnie anglophone, par un temps record, vous vous entretuez, vous commencez à dire à vos frères de 1000 ans que toi, vous êtes francophone. Votre place n'est pas ici. Ils sont nés là-bas pendant au moins 90 ans. Vous les chassez. Vous dites que vous n'êtes pas de nos frères. Alors nous parlons. Les Bamileke parlons comme ça. Ont été chassés de Mounia. Et d'ailleurs, c'est un pogrom, c'est dit Bojoko. C'est la base que non, vraiment, ce sont les francophones. Pendant ce temps, nous on les accueille ici très bien. Ce sont nos frères, c'est dit Bojoko. Mais dans la tête des gens, on a mis une puce, un logiciel qui les rend comme s'ils ont été ensorcelés. Ils s'entretuent. C'est ça le génie de l'Occident. Et tant qu'on ne va pas élever notre capacité à dépasser ce logiciel, cette sorcellerie, on passera le temps à s'entretuer pendant qu'ils vont recoloniser, prendre nos richesses pour moins que rien. Comme ces individus qui sont allés brader 2 régions du Cameroun à un parfait voyou, agent de la CIA, qu'on appelle Zulfikar, qui ose marcher sur Internet, Cyril. Le Cameroun, un monsieur dit que les 2 régions du Cameroun lui appartiennent et il vit tranquille. Parce que des compatriotes, légèrement, manipulés, achetés, ont décidé de brader notre patrimoine. C'est de cela qu'il s'agit. C'est une question de déficit patriotique, d'inculture politique et d'inconsistance humaine. Et donc ça veut dire que ces grands avocats ont été manipulés dans leurs revendications corporatistes. Vous voulez qu'on en parle? Allons-y. Je peux vous conduire à Boya. Moi, je montre les avocats qui ont pris l'argent. Ils sont restés à la maison pendant plus d'un an sans travailler. L'argent circulaire. L'État a des noms. L'État a des noms. Je dis que je vous donne, je vous amène chez eux. C'est donc pourquoi maintenant ils sont silencieux? Mais vous avez compris. Zulfikar vous dit ceci. Il vous dit que nous avons créé les ONG. Human Rights, comme les Africains. Excusez-moi, hein, nous avons un problème, nous les Africains, Cyril. Les nègres ont un problème. Dès qu'ils entendent dans le l'homme, ils bondissent comme des cabris. On a mis ça là-bas à Boya, on a créé. On finance. Derrière, il y avait quoi? Organiser les avocats, organiser les enseignants, certains une partie, pas tous. Organiser et tout, mettre les filières de financement. C'est un vieux projet qui est mis en place depuis 2012. Ça a commencé avant. Mais 2012, c'était organisé et arrêté. Sur le partenaire de Mme Hillary Clinton, par l'intermédiaire de ce monsieur que vous appelez Grand Camerounais, Fomognon, qui travaille pour la NDI, qui est une structure financée par la CIA, l'État américain. Est-ce que les gens le savent? Vous croyez que les Américains vont financer une structure pour votre bien? C'est pour leurs intérêts, monsieur. Et quand les compatriotes se vantent, se mettent en haut, comme on dit, parce qu'ils travaillent pour les Américains, c'est une honte. Mais c'est une parenthèse. Donc voilà comment l'affaire se passe, mon cher Chilibo. Les avocats, tous ces gens percevaient de l'argent. Entre eux, ça s'est gâté parce qu'il y en a qui avaient plus, d'autres moins. Ça a commencé à fuiter. L'État a tous ces renseignements. Les faits existent. Je dis que je vous amène à Boya, je vous amène chez l'un, je vous le montre que voilà. Pas seulement un seul, au moins 4. Mais ils sont plus que ça. Voilà les affaires. Dès que l'État répond à leurs revendications, dites-moi qu'est-ce qui peut justifier qu'après, on met sur la table la forme de l'État. Pourquoi? Il fallait commencer par là dès le départ. Pourquoi mettre ça là-bas en avant? C'était le projet dès le départ, c'est Bojoko. C'était pas une affaire de machin, non. De traduction, non. de texte de loi. Non, dès qu'on a répondu, vous avez vu, c'était devant vous. On passe de combien? De 11 revendications à 28. L'État cède. Dites la vérité à ceux qui nous écoutent. L'État cède. Et moi, je veux le dire, quitte à être impopulaire. Et un patriote s'en fout de la popularité. Quand les intérêts fondamentaux sont en jeu, il faut dire la vérité. Donc, l'État répond
Dès que l'État venait répondre, fédéralisme, voilà où tout se gâte. Mais je vous dis une chose, hein, l'État savait, hein, l'État avait des infos. Mais vous savez souvent pour gérer une affaire, quand ce n'est pas encore abouti, si vous le dites, personne ne va croire. L'État savait cette affaire. Donc, voilà ce qui s'est passé. Alors justement, expliquez-nous de la traduction des tests OASDA, du redéploiement des magistrats anglophones à travers les zones concernées, de l'anglophonisation des enseignants de l'enseignement technique à la forme de l'État. Qu'est-ce qui se cache derrière la forme de l'État? Parce qu'à ce niveau-là, l'État est bloqué, l'État ne veut plus avancer. Mais l'État dit qu'on a une constitution et que la forme de l'État n'est pas négociable. C'est le droit de l'État et moi je soutiens Sama Banatane. Je suis pour l'unité du Cameroun. Beaucoup de gens disent que c'est la meilleure façon de gérer le pays, non? Je vous dis que moi je suis pour l'unité du Cameroun. Je vous dis pourquoi. Vous commencez l'affaire du fédéralisme sans maîtriser cela. Imaginez un seul instant, Sidi Bojiko, qu'on avait décentralisé à fond, comme les gens disent. Et que ces gens avaient l'autonomie comme les Catalans à Barcelone. Ils auraient déclaré une fois l'indépendance des deux régions et les Zulfiqais, l'ONU aurait entériné. Quelque chose de malheur est bon. Il ne faut pas jouer avec le feu. Il faut décentraliser. Moi, je suis pour une décentralisation la plus poussée possible. Sur une base politique, sur une base administrative profonde et sur une base d'une autonomisation totale, financière, culturelle, tout ce que vous voulez. Mais pas jouer avec l'unité du Cameroun. Moi, je suis prêt à prendre les armes pour défendre l'unité du Cameroun. C'est du Bojiko. Je sais ce qu'il y a derrière. Parce que les forces sociopolitiques de notre pays, vous ne les connaissez pas. Vous avez au Cameroun des forces sociopolitiques, des familles qui ont des réseaux jusqu'à l'international, jusqu'à l'ONU. Un monsieur comme Akere Mouna, je le respecte. Mais monsieur, soyons sérieux. Il écrivait à l'ONU pour dire que c'est 2 États. Appelant l'ONU à venir intervenir dans cette crise. 2 États. Pour canadiser le Cameroun. Canadiser. C'est un projet qu'ils ont. Faire du Cameroun un Canada bis. Et pour quels intérêts? Le Canada bis, c'est quoi? Mais, Canada, oui, non. Il y a une région anglophone, oui. Une région francophone. Sauf que ça, c'est l'histoire réelle du Canada. Un pays souverain, maître de son destin, qui siège parmi les grands. Mais ici au Cameroun, quand vous nous canalisez, c'est sur le parrainage des réseaux mafieux internationaux. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas accepter ça. C'est une base culturelle qui ne nous appartient pas. Je ne suis pas anglophone. Je ne suis pas francophone. L'africanité est antérieure à l'anglophonie, à la francophonie, d'au moins 100 000 ans. Je dis au moins 100 000 ans si on prend le repas historique. D'où vient-il que moi qui ai l'âge d'un super grand-père, je viens de dire que je suis mon dernier petit-fils. Cette compréhension. Qu'est-ce que nous cherchons dans ces choses? S'il faut intégrer l'international, c'est une bonne chose. Mais pas nous régner, c'est du Bojiko, au point d'être les agents de la recolonisation de notre pays. C'est de cela qu'il s'agit, mon cher Sidi Bojiko. Donc, pour vous dire quoi? Pour vous dire que cette affaire, où on dit que l'autre est anglophone, moi je suis francophone, où on se masque derrière la forme de l'État, parlons de l'histoire. Quand on me dit que Aïdjo en 61 a accepté l'État fédéral. Oui, mais sur quelle base? Allez lire les ouvrages d'Angelbert 20. Il vous donne les clauses qu'il y avait derrière le projet fédéral à l'époque entre les Foncha, les Mouna et M. Aïdjo. Le projet était qu'on va vers l'unité. C'est un projet, on va vers l'unité. Je donne le nom, 20. Il est écrit, allez lire ces livres. Le projet de départ était que ce sont les étapes pour arriver à l'unité. Aïdjo l'a réalisé avec le soutien de toute l'élite anglophone. Je répète, toute l'élite anglophone. Mon cher Bojiko, l'une des raisons, c'est la seule raison, de l'enrichissement des familles que vous connaissez dans ces régions vient de ces deals. Les Mouna, les Moukete, Ndele, tous ces gens, leur fortune vient de ces deals. Tous ont participé, sauf les gens comme les Dinka et les Fonlon, qui après va se régner, Bernard Fonlon. Ce sont les 2 noms historiques qu'il faut retenir pour être vrai. Mais le processus s'est fait avec l'accord des dits anglophones. Quand on dit que Fumban a été un piège, c'est lui Bojiko. Aïdjo a forcé qui allait à Fumban. Est-ce que ces gens étaient obligés d'y aller? À l'époque, les hyprécites luttaient contre Aïdjo. Ils ont même pris les armes contre Aïdjo. Montrer qu'on peut s'opposer à Aïdjo et lutter. Qu'est-ce qui oblige ces gens à aller à un endroit où ils n'ont même pas la constitution qui devait être débattue? Vous savez, il y a un préfet qui a vu ce café, il a écrit, hein? Il y a un préfet qui a rendu compte ce café. Oh oui. Alors, ils sont partis là-bas parce que c'était les amis d'Aïdjo. Ils avaient déjà délai. Quand Aïdjo crée les inspections fédérales, contraire, on est en 65, je crois, contraire à la Constitution, les Foncha disent quoi? Les Mouna disent quoi? Ils disent quoi? Ils préfèrent dealer, ils mangeaient déjà. Ils mangeaient déjà. Parce qu'à l'époque, ils font un deal avec Aïdjo pour tuer les hypétistes et les marginaliser.
Il faut les écarter parce qu'ils sont les héritiers du deal franco-anglais, Churchill de Gaulle, qui consistait à éradiquer tous les patriotes camerounais. Le deal. Le deal. C'est ça la base des affaires. Aïdjo fait ça, on ne dit rien. Aïdjo crée le parti unique. 66, je crois. Parti unique. 66. Même les Okala, les Mbida, qui étaient avec Aïdjo hier, disent que l'affaire est mauvaise. Ils vont aller en prison pour ça. Franchement, nous les confrères ne disent rien. Ils vont dissoudre leur parti dans l'UNC, monsieur Chili Bojiko. Aïdjo fait un discours avant le 20 mai. Il fait un discours historique. Il rappelle cette affaire dans un discours. Je laisse ce discours. Il rappelle. Pourquoi est-ce qu'on va au référendum du 20 mai? Aïdjo rappelle dans ce discours. Il dit clair, les gens savaient qu'on y allait. Les gens savaient où on allait. Il fait un discours, il fait le bilan de la fédération. Il rappelle pourquoi c'est un État fédéral. Le discours résiste. C'est pas l'Assemblée fédérale à l'époque. Ce discours. Il lance la conférence de Fumba. Certaines voix anglophones disent à le fait de ne pas y aller. Ils n'ont même pas le test. Foncha le test, il garde pour lui. Ses frères ici à la salle des faits lui disent que mais où est le test? Ils n'ont fait ma confiance. J'ai lu ça pour vous. Bon, je caricature un peu. Il dit j'ai lu à votre place. On lui dit que tu vas partir là-bas seul. Ils courent tous, ils vont à Fumban. Il y avait les frigos, les belles voitures et les belles petites, avec les belles cuisses. Oui, monsieur, parce que l'État, c'est l'État. Ils arrivent là-bas, ils font la jamboulée, ils font la fête, tout et tout. Ils vont signer la constitution unitaire. D'où vient-il aujourd'hui que le pas de marginalisation? Ça vient d'où ça? Le train de l'unité du Cameroun est un train qui correspond à notre histoire. Nobel a revendiqué l'unification avant l'indépendance. Nobel. Voilà pourquoi ces régions-là ont été un fief de l'UPC et que nous avons produit deux grands noms historiques. Abel Moukon, qui a dit à ses frères avant de mourir que ne remettez pas en cause le processus qui a abouti à l'unité du Cameroun. C'était un UPC. Ah bon? Bien sûr. Vous avez Ndetou Maza, président de One Cameroun. One Cameroun, c'était l'UPC en zone anglophone. Ndetou Maza, des figures historiques dont beaucoup se réclament là-bas, d'ailleurs. Ndetou Maza. Ndetou Maza, il vous donne le nom. Grande figure historique de la lutte. Je ne parle pas d'autres grands résistants de ces régions-là qui ont été tués, sous les Allemands et même sous les Français. Des grands chefs. Donc, pour vous dire que... Est-ce la raison pour laquelle Ndetou Maza a conduit l'UPC? Mais vous avez tout compris. Dès les premières heures du multipartisme, parce que... Vous avez tout compris. Beaucoup de gens ne savent pas que c'est un figure historique. Voilà, qui a été le premier président de l'UPC sous l'ère d'IA. Figure historique. Quand la France interdit l'UPC ici, ils vont où? C'est l'anglophone, à combat, quartier général. Ah, ils vont en combat. Mais bien sûr. Maintenant, la France, comme je vous dis, Churchill et De Gaulle vont négocier, on va les chasser de ces régions-là. C'est là où ils vont en exil. C'est ça l'histoire, mon cher ami. Donc, d'où vient... Nous ne sommes pas francophones et anglophones. On a hérité ça, ça arrive. Maintenant, on peut s'en servir pour intégrer l'international, mais ce n'est pas notre être, ça. On est appelé, nous, à faire mieux que la France et l'Angleterre. C'est du Bojiko. Quand vous empruntez une langue, au point de dire que vous êtes anglophone avant d'être camerounais, il y en a qui me disent qu'ils sont anglophones avant d'être Bamenda, avant d'être Bamisinging, avant d'être tout ce que vous voulez. J'ai entendu ça. Mais quand vous dites que vous êtes anglophone, produisez la puissance que l'Angleterre a produit. Pour être aujourd'hui une langue, une lingua franca, comme on dit dans le langage. Mais comment vous prenez une langue et ce qui fait la puissance de la langue, vous n'êtes pas en mesure de reproduire ça. C'est ça qui est honteux. Vous allez seulement vous entretuer entre vous comme des nègres à qui on distribuait de la pacotille, des miroirs, du whisky et de la cola et ils s'entretuaient. C'est une honte. Donc aujourd'hui ce qui arrive là, on savait. Nous on savait que ça va arriver à ça. Mais comment on va sortir de là donc? Ben, il faut en sortir parce que souvent mon cher Bojiko, les réalités ramènent les gens à la raison. Quand le vrai peuple de ces régions-là aujourd'hui commence à chasser les sécessionnistes, commence à s'organiser pour les chasser, c'est parce qu'ils voient que la fin les mène en enfer. Ils n'arrivent plus à vivre. Il n'y a plus d'économie possible là-bas. Les populations, enfin, leurs conditions de vie se sont dégradées extrêmement. Ils vivent en brousse, d'autres sont hors du pays. C'est pas ce qu'on leur avait dit. On leur avait dit qu'en 3 jours, en 4 jours, en 1 mois, ça va être réglé. Et que le monde entier, l'international, viendra les protéger. Voilà ce qu'on leur a dit. Ils ont abandonné l'école. Ils ont détruit leurs infrastructures. Les acquis historiques qu'ils avaient, ils ont détruit ça. Pour suivre qui? Ayoub Tabe. Et des voyous qui sont situés aux États-Unis qui racontent n'importe quoi. Aujourd'hui, les populations se rendent compte qu'elles ont été damnées.
C'est ça, c'est la pédagogie du fait concret. Quand souvent les gens n'entendent pas quand on parle, il faut laisser la réalité agir. Mais est-ce que aussi... Elle est en train d'agir aujourd'hui et, on va en sortir. On va en sortir. Mais est-ce que finalement, si on avait eu aussi quand même un développement social accentué au Cameroun depuis les 36 années de Paul Biya à la tête du pays, si on avait eu une meilleure répartition des richesses, une meilleure valorisation des fils et des filles de ce pays, en bref, une meilleure gouvernance publique, est-ce qu'on en serait là? Vous vous trompez, Cyril Bojiko. Excusez-moi, j'ai beaucoup de respect pour vous, vous êtes un très grand homme. C'est pas pour vous flatter. Merci. Nous nous sommes trompés tous. Vous savez pourquoi? Nous avons cru que, avec l'indépendance qu'on a reçue, on peut se développer. C'est ça le problème que nous avons. Ça fait 1000 ans que nous avons perdu nos capacités historiques. 1000 ans. Les Paul Biya, le président Biya, les Aïdjo, c'est ça. Ça fait 1000 ans que nos capacités à nous développer nous ont été ôtées par ce que vous connaissez, l'esclavage et la colonisation. Alors, je ne suis pas victimaire, ce sont des faits. Que je tente de vous dire. Donc, les écrits, vous avez René Dumont, vous avez Sami Amin. Des économistes nous ont démontré que dès 60 que voilà ce qui allait arriver avec les accords que vous avez secrets, que vous ont imposés les Occidentaux. Vous ne pourrez pas vous développer, mon cher Cyril Bojiko. Ça s'appelle la néocolonie. Une néocolonie, c'est un lieu où il n'est pas possible de se développer. Vous allez faire les activités, vous allez faire les transactions. Mais au bout de 30 ans, de 20 ans, vous retournez à la case de départ. C'est de cela qu'il s'agit, mon cher Bojiko. Donc nous n'avons pas les capacités de le faire. Dis à notre peuple, comme beaucoup de gens font, en répétant les histoires de bonne gouvernance. Ce concept signifie quoi, mon cher Cyril Bojiko? Qui a inventé ça? C'est à quelle valeur scientifique? Quelques élites occidentales sont assis. Ils ont lancé le concept bonne gouvernance. Vous savez quand ça sort? Non. Le concept sort lorsque les Occidentaux sont rattrapés par la Chine. La Chine est l'atelier du monde, avec l'appui des États-Unis. C'est un deal qui est entre Washington et Pékin pour construire les Russies. Quand l'URSS tombe, les Américains savent qu'ils ne peuvent pas gérer la chute de l'URSS avec tout l'arsenal militaire que l'URSS avait, et la chute de la Chine. Donc ils disent avec la Chine, on va gérer la chute de l'Union soviétique. Parce que l'arsenal militaire, il faut éviter que ça tombe entre les mains de n'importe qui. C'est ça l'enjeu. On fait un deal avec la Chine, on dit toi, avec ton vaste marché, tu vas être l'atelier du monde pour que nos capitaux, pour que nos profits soient garantis et que nous recyclons le déficit que les Américains accumulent après la guerre froide, mon cher Bojiko. La guerre des étoiles qui a financé ça. Quand l'URSS tombe, l'Amérique se retrouve avec cette affaire, la gloire de la guerre des étoiles. On nous refile ça, nous. Ils dealent avec la Chine pour nous refiler ça. Voilà comment on vous invente les affaires d'ajustement structurel. Alors, la Chine deal avec les Américains. Les Américains disent que bon, nous avons un pacte avec les Saoudiens, le pétrodollar. Parce que les gens ne le savent pas. Il faut enseigner les gens. Le pétrodollar, c'est quoi? C'est Nixon qui décide que le pacte qui gouvernait l'économie, la finance mondiale à l'époque, était basé sur les talons or. C'est l'or qui était la réserve monétaire, l'or. Ça veut dire qu'un pays qui a l'or était riche. Parce qu'il mettait l'or comme réserve, ça se passait. Nixon dit que l'affaire est finie. Et que désormais, c'est l'argent, le dollar devient monnaie de réserve internationale indexée sur le pétrole saoudien. On dit aux Saoudiens que vous ne signez pas ça, on vous envahit. Les documents existent, je les ai. Donc ils font ce pacte, c'est d'où le concept du pétrodollar, mon cher Cyril Bojiko. Donc les Américains constatent donc que, comme la Chine et nous on a dealé, la Russie, avant que la Russie ne se réveille, il faut s'assurer donc que nous avons les mêmes avantages qu'on avait avant la guerre froide. D'où donc la recolonisation de l'Afrique. L'endroit qui va servir de marchepied pour maintenir le standing occidental, une fois de plus, c'est l'Afrique. Voilà d'où on vous invente. Justement structurel, on vous invente le concept de bonne gouvernance. Qui veut dire quoi? Hier, mes amis, vous les chefs d'État, hier, on vous avait laissé, il y avait une certaine marge dans la gestion de vos pays. Aujourd'hui, les temps sont durs. Pour que nous conservons notre train de vie, vous réduisez les vôtres par tous les moyens. Bonne gouvernance. C'est là où part le conflit entre nos présidents aujourd'hui et ces gens. Et on vous invente maintenant plus tard le concept de démocratisation. Il faut balayer tous les anciens là, qui connaissent beaucoup de choses parce qu'ils ont les pactes avec eux, ils sont nés avec eux, ils connaissent toutes ces choses. Il faut les balayer. On vous invente une démocratisation néocoloniale. Voilà, vous avez le printemps arabe, les guerres civiles dans tous les pays africains, au nom de l'alternance pour l'alternance, les démembrements des États, les présidents déportés à la CPI, les présidents assassinés. Voilà d'où ça vient. La bonne gouvernance, comme concept, c'est une chimère. Je ne dis pas que
faut pas gérer bien. Moi, je préfère la bonne gestion, pas le concept de bonne gouvernance. Ça ne signifie rien. Dans nos pays, c'est bonne gouvernance, c'est gouverner bien. Alors que la bonne gestion, c'est bien gérer. Bien gérer. Alors, l'Afrique, nos pays africains ont besoin de quoi? De bonne gouvernance ou de bonne gestion? Bien gérer. De bien gérer. Parce que la gouvernance, c'est quoi? Ah, mais ça, beaucoup de gens ne voyaient pas ça comme ça. Écoutez, moi, je vous donne un fait concret. Oui. La gouvernance, c'est quoi? Il y a dans le concept de gouvernance, gouvernante. Oui, gouvernante. Or, dans le concept domestique, c'est quoi? Une gouvernance, c'est quelqu'un qui travaille pour un patron. Pour un patron. Qui fait la domesticité, qui lave les assiettes, qui lave le mamite. La bonne gouvernance. C'est la bonne. La bonne gouvernance, c'est servir les intérêts. Vous avez compris le concept des puissances. C'est de cela qu'il s'agit, Sidi Bojiko. Dites-moi pourquoi on nous impose ça alors que les pays les plus mal gérés de la Terre sont les pays occidentaux. Je donne les faits. Oui. L'Amérique, aujourd'hui, le pays le plus endetté du monde. Surendetté. C'est vrai. Pourquoi ne pas surprendre les instruments titulaires? Parce qu'elle a une puissance militaire et qu'elle a un privilège, le dollar, monnaie de réserve, qui est en train de partir bientôt. Alors je vous parle. Le Congrès américain, j'ai le document. Ils sont en train de réfléchir comment revenir à l'étalon or. Vous savez pourquoi? Non. Parce que l'étalon, le dollar à l'état actuel, fait le jeu de la Chine. Ils vont revenir à l'étalon or. Ça c'est pour leurs intérêts. Un pays comme la France, son produit intérieur brut est de 50% en déficit. Je dis 50% en déficit. La France est ajustement structurel? Non. Pourquoi quand c'est vous, vous êtes ajustement structurel? La France finance même le fonctionnement de l'État par l'endettement sur le marché international. Vous imaginez ça? Ce qu'on interdit aux pays africains. Quand les Américains ont la crise, la dernière crise, une crise produite par la malgouvernance américaine, les bêtises de l'État américain, que fait M. Obama? Plan Paulson, la planche à billets, 700 milliards de dollars pour relancer l'économie et fermer les yeux sur les crimes de multinationales américaines. Quand c'est un pays africain, qu'est-ce qu'on vous dit? Vous êtes des sauvages, vous gérez mal, hein? Mettez-vous sur ajustement. Et après on s'entretue entre nous dans des guerres civiles. Personne ne veut élever le débat à ce niveau-là. C'est de cela qu'il s'agit, mon cher Bojiko. Donc, la bonne gouvernance, c'est un concept pour nègres. Moi, je préfère la bonne gestion de l'économie. La bonne gestion, bonne gestion du pays. Oui. Donc, Bandakani dit qu'il préfère la bonne gérance à la bonne gouvernance, parce que la bonne gouvernance, c'est les intérêts des autres, en fait, gouvernante. On a compris, hein, la déclinaison gouvernante. Hein. Donc, allez-vous, vous préférez être bien gouverné ou être bien géré, hein? C'est la question. Hein, cher de vous préférez être bien gouverné ou être bien géré, ou être bien géré, en tout cas. Ça, c'est le génie de Bojiko. Alors, Coco, tu préfères être bien géré ou bien gouverné? Pardon, bien géré. Gère-moi bien. Ce sont les filles qui aiment le mot là, gère-moi bien. Gère-moi bien. Non, moi je veux te gouverner. Gars, tu ne me gères pas. Gars, tu me gères mal. Gère-moi. C'est le langage des Camerounais. Oui. Gars, tu me gères mal. Naïvement, gère-moi. Non, moi c'est pour la bonne gouvernance. Je veux bien te gouverner. Bon bagaille. Alors justement, et parlant de cette élection, on veut comprendre justement l'attitude de certaines personnes qui jusque-là étaient assez, qui doivent leur popularité à leur intransigeance vis-à-vis du pouvoir en place, notamment Bandakani. Vous qui avez rejoint justement les 20, la coalition des 20 pour la candidature du président Paul Biya, bien de gens se souviennent quand même de vos prises de position sur les plateaux de télévision, justement contre ce même président Paul Biya, où vous parlez de son incapacité à gouverner. Vous estimez qu'il n'était pas. D'ailleurs, on va écouter l'un de vos propos, l'un de vos passages sur la chaîne de télévision Afrique Média. Vous disiez ceci. Le président camerounais. Il a fait quoi? Hein? Pendant qu'on a parlé, vous savez ce que le président Biya fait? Il est allé en Italie. Vous savez ce qu'il a dit là-bas? Il dit, venez investir parce que vous allez rapatrier aussitôt vos bénéfices. Mais c'est pas possible. Alors, le président Biya n'est plus digne de gouverner le Cameroun. Est-ce qu'appeler les investisseurs et vendre le pays? Oui, quand vous dites aux gens que la condition de venir investir, Bachir, vous rapatrier vos bénéfices. C'est le principe de base du franc CFA. C'est que on veut rapatrier vos documents. Comment on peut mettre des développer si on rapatrie les richesses? Moi, c'est le projet du président Biya. Il n'a jamais rien dit sur le franc CFA depuis. Le président Déby a pris position. Le président Obiang a pris position. Maintenant, le président Kaboré, que nous saluons, vient de prendre position. Mais qu'est-ce que le président Biya attend? Qu'est-ce qu'il attend? Non, monsieur Bachir. Il parlera. Non, il faut qu'il arrête de bloquer les évolutions en Afrique centrale et en Afrique. L'heure est arrivée où, je vous dis, monsieur Bachir, je termine par là, pour vous rassurer, je termine, je sors par là. Vous ne donnerez plus les temps de parole. Il n'y a pas de problème. D'accord. Je voudrais terminer, laissez-moi finir mon propos tranquillement, parce qu'après je ne parlerai plus. Ouais. Je voudrais dire ceci. Je connais le Cameroun, c'est mon pays. Il ne faut pas confondre la sagesse des Camerounais avec la lâcheté.
On peut confondre les responsabilités civiques avec la lâcheté. Le président Biya se prend pour Dieu. Le Cameroun lui appartient. L'heure est arrivée où le Cameroun va le chasser. Le Cameroun va le poursuivre. Il comprendra que ce pays-là ne lui appartient pas. D'accord, président Bandakani, ce sont vos déclarations. Voilà. Voilà donc Bandakani, vous le disiez sur le plateau d'Afrique Média, le Cameroun va chasser Paul Biya, on va le poursuivre, on va le juger. Qu'est-ce qui a changé entre-temps pour que vous puissiez être derrière lui maintenant, pour qu'il se maintienne au pouvoir, pour qu'il ne soit plus chassé? Je voudrais saluer votre professionnalisme, Cyril Bojiko. Merci. En mobilisant un élément. Mais vous êtes un professionnel, vous savez que vous prenez ce que j'ai dit. J'assume tout ce que j'ai dit dans ma vie. Depuis mon entrée en politique, depuis 30 ans, j'assume ce que j'ai dit. Prenez aussi la déclaration, je passe pas à soutenir M. Biya depuis 2011. Prenez-les. Bon là, c'était en quelle année? Ça s'est fait média, elle a 3 ans. 3 ans. Entre 3 ans. Après la visite en Italie. Vous avez soutenu Biya avant? Non, vous l'avez allons pas à pas. Oui, allons pas à pas. Oui. Vous êtes un professionnel. Oui. Vous prenez une déclaration de quelqu'un. Rapportez ça à 1000 déclarations de soutien. Je dis que j'assume ce que j'ai dit là, j'assume, je ne me cache pas. J'assume. Tout ce que j'ai dit dans ma carrière politique, j'assume. Cyril Bojiko. Mais vous savez, si vous voulez prendre ça comme repère, Cyril Bojiko, vous savez ce qu'on prend. Si on prend ce que les gens disent comme repère, aucun des candidats que c'est un soutien. Pourquoi donc? Laissez-moi, j'arrive, je vous le prouve. Oui. Parce que ce que vous avez fait, c'est votre travail, vous êtes un professionnel. Quand vous m'invitez, vous convoquez, vous prenez une image qu'on a mise sur Internet, je sais quelle force politique ont mis ça sur Internet, c'est leur droit. On se donne le coup, c'est normal en politique. Je ne suis pas dans le lâche et je ne me plains pas. Donc ça, vous convoquez ce que j'ai dit sur Afrique Média. J'ai dit sur Afrique Média depuis 7 ans, Cyril Bojiko. Je reviendrai là-dessus pour démontrer le jeu qui se passe. Depuis 2010, vous, Bojiko, vous le savez, j'étais ancien président du Manidem. Je deviens président à la faveur d'une crise longue dans le parti que vous connaissez très bien. Je suis élu président. Je viens avec un nouveau discours, je dis ceci. La rue, c'est fini. La rue, c'est fini parce que j'ai expérimenté la rue, j'ai vu les limites. Je suis un maître de la rue à l'époque. 90 jusqu'à 96, c'est nous qui tenons la rue. Jusqu'en 2000, jusqu'en 99, avec le président Anissé, nous sommes les maîtres de la rue. J'ai dit c'est terminé. Ma vie politique, ce n'est pas être un lanceur de pierre et travailler pour les autres qui n'ont pas d'honneur. Je ne veux pas dire plus par respect pour ce que j'ai connu avant. Je ne veux pas dire plus. Expliquons aux téléspectateurs ce que vous appelez mon revirement politique. Expliquons. Dès 90, 89, quand je m'engage, dans les années, quand on sort des villes mortes, c'est les Bojiko. Est-ce que vous savez comment les villes mortes ont été arrêtées? Non. Je vais vous dire. Dans la maison d'un grand homme d'affaires, par respect pour son honneur, je ne cite pas son nom. Un grand homme d'affaires. C'est dans sa maison qu'on décide d'arrêter les villes mortes. Et vous savez pourquoi? Non. Cet homme d'affaires a un redressement fiscal très élevé à l'époque avec l'État du Cameroun. Il arrête les villes mortes. Il prend ça pour aller négocier. On enlève le redressement fiscal. C'est un grand membre du comité central. C'est les Bojiko. Et ce sont des leaders qui étaient devant à l'époque qui nous obligent à accepter ça. Qui vont chez lui. J'ai dit qu'il y a un problème. Je ne vois pas les gens mourir à côté de moi. Moi, j'ai risqué ma vie 1000 fois. Je n'aime pas en parler parce que je pense à ceux qui sont morts avec moi, dans la rue. Il y en a aujourd'hui qui sont estropiés dans mon quartier. On est obligé de prendre soin d'eux, en silence. Personne ne les regarde. J'ai dit, mais c'est qu'elle a fait ça. Ça ouvre mes yeux. Donc les espoirs de tous les Camerounais qui militaient pour la démocratisation étaient parrainés par un homme d'affaires qui avait le droit de réunir les hommes politiques chez lui, d'arrêter la ville morte, d'aller négocier avec le RDPC. J'ai tiré les leçons. J'ai dit, plus jamais on ne me reprendra à ça. Je vais plus loin, Cyril Bojiko. Je ne reviens pas sur les conditions internationales que j'ai suffisamment démontrées ici. Oui. Je ne reviens pas dessus. J'observe une chose. Pendant qu'on est dans les rues, j'observe que il y a un jeu entre les puissances qu'on ne maîtrise pas. Entre l'époque, c'était la France et les États-Unis. Madame Frances Cook, ambassadeur des États-Unis, manipulait et jouait. Et je voudrais rendre hommage ici quand même au président Frondi, qui en dernière instance a refusé les offres qu'on lui faisait, visant à aller même très loin dans la déstabilisation du Cameroun. Je lui rends hommage, il fait trop vite. Je lui rends hommage pour ça. Il a dit niet. Madame Frances Cook jouait. Et les Français jouaient. Et vous savez quel pion on a prié Bojiko? Non. Le président Biya sort de là très affaibli.
c'est là où on engage le premier cycle de privatisation. On vend tous nos bijoux de famille qu'on est en train de se battre aujourd'hui par tous les moyens pour récupérer. Entre-temps, on a perdu des centaines, des dizaines de milliers de milliards de francs. Que ceux qui ont pris ces concessions ont rapatrié dans leur pays. J'ai tiré la leçon. J'ai dit, je ne jouerai plus jamais à ces jeux. 2010. En 2011, Bojiko, vous le savez, j'appelle à voter pour le président Biya. Allez sortir toutes mes déclarations que je disais avant, alors en 90. Ça va, on a ça. Même sur Balafon, vous l'avez dit. Non, parce que En 2011, ne jouons pas ce petit jeu. Et moi, je sais affronter ça, je ne crains pas. Allez sortir mes déclarations, donc, que j'ai dit avant, en 90, nous l'avons pour 2011 sur cette antenne. J'ai dit que toutes mes déclarations que j'avais dit avant 2011, contre Biya, qui étaient très dures. J'ai dit ce Canal 2 que c'est un antipatriote. Dans la vie, on peut se tromper. On peut se tromper. Mais en 2010, quand je fais le constat de ce qui se passe dans le monde, et quand je fais le constat de ce que je suis en train de vous dire, Bojiko, et vous savez, grand observateur des jeux politiques, comment nos leaders ont été légers. Certains ont été très légers. La politesse m'interdit de dire certaines choses. Mais je les connais tous. J'ai commencé la politique très jeune, j'étais avec eux. Au plus haut niveau, j'étais dans toutes les réunions. Dieu m'a donné cette chance, c'est dit Bojiko. Et ça me confère moi aussi une responsabilité de ne plus entraîner les gens dans n'importe quoi. C'est un devoir que j'ai, Sidi Bojiko. Donc en 2011, Sidi Bojiko, je constate ceci. Je suis le premier de Boko Haram. Les documents existent. J'ai fait une conférence de presse, j'ai dit Boko Haram arrive. Personne au Cameroun ne le pense encore. Ni le peuple camerounais, ni vos grands leaders politiques, même les gens de l'État. Personne ne le pense. Je fais une conférence, je le dis, Sidi Bojiko. Voilà ce qui annonce. Dans une conférence, j'ai dit que voilà les plans que la France prépare, y compris contre le président Biya. J'avais les informations des poulains que les Français préparaient. Monsieur Marafa, je le sais moi depuis 2009. C'est bon, moi, l'information. 2009. Et je l'ai dit aux gens, j'ai les documents. Parce que moi, je travaille. J'ai les documents. Je le sais. Je décide donc que, entre mes intérêts personnels, ma haine même primaire contre le président Biya, ma rancœur, et l'intérêt du Cameroun, je fais quoi? Je peux marcher sur ce que j'ai dit avant au nom du Cameroun. J'ai appelé à voter pour le président Biya en 2011. Je suis reçu par René Emmanuel Sadi, il est vivant. Le ministre de Sadi, respect pour lui. Il est à l'époque secrétaire général du RDPC. Il m'invite, je suis à Yaoundé, reçu par lui. Il me dit ceci. Merci, jeune homme. Il m'appelle jeune homme à l'époque. J'étais très jeune, je le suis encore aujourd'hui. Merci. Voici comment nous voulons que ça continue. On m'invite à l'époque à intégrer la caravane du RDPC. Vous savez ce que ça veut dire, non? Après, je décline l'offre. Les témoins sont vivants. Je décline l'offre. J'ai dit, c'est un soutien patriotique que j'ai apporté au président. Je ne suis pas du RDPC. C'est patriotique. Bojiko, après l'élection présidentielle, vous savez tout ce que j'ai subi à l'époque de mes anciens amis. J'ai risqué la mort pour avoir appelé à voter bien. J'ai risqué la mort pour ça. Mes compagnons le savent, les luttes le savent. J'ai assumé. Dès que l'élection finit, le président avait débloqué 5 milliards pour, disons, en langage normatique, calmer la rue. Parce que les gens disent qu'on va brûler et tout et tout. 5 milliards. Vous savez avec qui M. Beninga Eboutou, le ministre, il est vivant, a géré les 5 milliards. Non. Ce que vous appelez grand parti d'opposition. Je suis pour lui, je ne vais pas dire plus. 5 milliards. Et à l'époque, vous saviez qu'à l'époque, M. Tiroma, le ministre, resté pour sa fonction, a débarqué dans toutes les rédactions ici à Douala. Et vous savez ce qui s'est passé après? Non. Les lignes éditoriales ont changé. Ont changé. Il avait fait un tour dans les médias ici, le ministre Tiroma. J'ai dit les noms, les gens sont vivants. Tous les artistes sont allés à l'école Hilton et marché. Ils ont pris de l'argent. Bandakani est resté à Douala. J'ai refusé tous les offres qui m'ont été faites. Parce que je voulais, c'est un message, il faut apprendre aux gens qu'on peut aimer son pays pour rien. C'est dit Bojiko. 2011. Après 2011, c'est dit Bojiko, je reçois une médaille de ce pays, à titre exceptionnel du chef d'État du Cameroun. Je n'aime pas en parler. Je ne parle pas souvent, mais je vous le dis aujourd'hui. À cause d'un acte patriotique de haut niveau. Monsieur Bétia Semo, le ministre, il est en fonction, il est vivant. Me décerne la médaille dans une cérémonie protocolaire où sont représentées toutes les autorités du Cameroun, tous secteurs confondus. Dans la ville de Douala, pardon. Tous secteurs confondus. C'est la deuxième ici. Ils sont vivants. Il fait un discours. Vous savez ce qu'il a dit? Non. Les archives existent. Il dit, cet homme, avec ce qu'il a fait, nous avons voulu le récompenser avec l'argent.
Il a dit non, c'est un acte patriotique. C'était pas 10 francs, c'était des millions. Le ministre est vivant, allez le voir. Il a dit ça. Eh bien, allez le voir, il est vivant. Donc, de 2011 à aujourd'hui, sur Afrique Média, c'est dit, vous le savez, je suis le pionnier de la dynamique néo-panafricaniste. Je suis le pionnier. Ça parce que c'est Bandakani. On n'a pas envie de me voir parce que je tiens une district de rang certaines personnes. On fait l'impasse sur moi. Mais vous savez que j'ai une reconnaissance mondiale pour le travail que j'ai fait. Aujourd'hui, tous les partis politiques courent dans cette dynamique. Chacun est panafricaniste. Chacun s'en revendique. C'est moi le pionnier de cette affaire. Alors le président Dagou de la chaîne Afrique Média. Vous n'êtes pas le citer. Vous le savez. Bien sûr. Alors, de 2011 jusqu'à aujourd'hui Afrique Média, je l'ai dit. J'ai constamment apporté mon soutien au président Biya et aux autorités du Cameroun. Comme je soutiens tout ce que vous appelez dictateur d'Afrique centrale. Vous savez comment se nommer le défenseur des dictateurs? Oui. Vous le savez. Et j'ai dit que je suis le défenseur. Faites donc le rapport avec cette vidéo où je suis en colère contre mon papa, le président, et j'ai dit ce que j'ai dit, que j'assume. Je ne le tire pas, j'assume. Je le dis. Vous comprenez? Je le dis. Entre-temps, le président Biya nous a écoutés. Il a dit non à l'évaluation de France et Fabodjiko. Vous le savez, non? Vous nous l'apprenez. Non, 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 vous le savez. La France a envoyé M. Sapin ici pour dévaluer, tout le monde le sait. Appuyé par Mme Lagarde. Sous notre pression, le président a dit, il s'est organisé avec ses amis, avec le président de la sous-région. Ils ont dit niet à Mme Lagarde. Ce sont des faits. La France disait à l'époque, pour renflouer ce qu'ils appellent réserve monétaire, que les présidents africains de l'Afrique centrale vendent même leurs avoirs immobiliers à l'étranger et domicilient ça dans le compte d'opération. Le président dit non. J'étais fier de mon président. Comme j'étais fier de lui quand il a dit devant Hollande, et on a fait une émission ici chez vous, Bojiko, ce jour, vous m'avez dit, c'est l'indépendance du Cameroun, vous vous souvenez, ici, qu'elle a dit devant Hollande, ne dit pas pouvoir qui veut mais qui peut, en lui rappelant certaines choses. La diplomatie à l'époque avait joué pour qu'on libère les soldats français arrêtés au nord Cameroun. Dis ça aux gens. Ici, le président a fait beaucoup de choses qui m'ont plu. Mais de 2010 à 2018, Cyril, dites à vos auditeurs que le président Balakani est constant. Il apporte son soutien au président. J'ai appelé à voter pour lui en 2011. Par notion patriotique, j'ai donné le fait ici. De 2011 à 2018, je soutiens ce que vous appelez dictateur africain dans ma démarche néo-panafricaniste. Je les soutiens constamment. Donc maintenant, prendre une phrase sur 1 milliard de phrases pour vouloir me poser ça, c'est votre droit et c'est leur droit, j'assume. Maintenant, revenons au G20. Alors, juste un petit temps pour la publicité, on revient derrière. Je vous en prie. Bandakani, homme politique, fait partie de la coalition. Le G20, les 20 unis pour la candidature du président Paul Biya, ce sont 20 partis d'opposition du Cameroun. Président Bandakani, il y a un instant, vous avez essayé de nous expliquer ce qui vous a conduit justement à cette position politique. Excusez-nous, c'est le son de balafon Internet qui revient dans nos oreilles. Alors, vous avez expliqué cela par la cupidité de certains leaders d'opinion, le lâchage de certains ténors de l'opposition et également des, je vais dire, des arrangements, des petits arrangements qui se font derrière sur le dos du peuple. C'est vrai, on dit souvent qu'on ne fait pas la politique pour le peuple, mais on le fait sur le dos du peuple. Est-ce que c'est parce que certains leaders en cri vous avez cru, certains combats que vous avez menés se sont soldés par des arrangements des petits copains à leur bénéfice que vous avez à votre tour aussi décidé de faire comme les autres? Non, ce serait l'aigreur. Ça veut dire que si on présente comme ça veut dire que l'aigreur et la rancune a remplacé un projet politique, la vision, la lucidité. Non, ce n'est pas à ce niveau. Ce n'est pas les trahisons, les comportements légers des hommes politiques qui m'amènent à soutenir le président Biya. Je l'ai fait en 2011. Il faut toujours rappeler ça aux gens. Parce que les campagnes de dénigrement qu'on fait dans les réseaux sociaux, il faut les rappeler pour que les gens se ressaisissent pour ne pas dire n'importe quoi sur les gens. C'est depuis 2011, vous le savez, que je suis dans une dynamique constante de soutien aux institutions et au président Biya. Je vais vous rappeler un autre élément pour renforcer les arguments contre cette vidéo de calomnie que les gens mettent en avant. Elle n'est pas de calomnie puisqu'elle est de vous-même. Je vais démontrer que c'est la calomnie parce que... c'est pas vous qui avez dit ça? Si, c'est moi, je l'ai assumé, mais la façon dont on s'en sert, c'est de ça que je parle. Mais c'est la politique, j'assume. Non, c'est la politique, j'assume. Les faits sont têtus. C'est pas le... Si vous prenez un fait sur 1000 faits, un fait ne vaut rien devant 1000 faits. Oui, mais les gens veulent comprendre. Voilà, le peuple veut comprendre. J'explique, je vais. Votre position vous attire la sympathie des populations. Aujourd'hui, alors que les populations, certaines populations, pas toutes, certaines estiment que le président est vieux, il doit passer la main, 36 ans ça fait trop, on veut autre chose, essayer quelqu'un d'autre pour un nouveau Cameroun, on veut une nouvelle dynamique. Vous, alors que vous êtes celui, justement, vous faites partie de ceux qui font de l'espoir de gouverner demain, vous soutenez... Je m'explique, Notre rôle,
Tout à l'heure, M. Hollande Chapi nous interpellait sur la banalisation de la fonction présidentielle. Il faut aller au-delà. Notre rôle, c'est d'éduquer notre peuple. Pas mobiliser les bas instincts du peuple. La colère, la frustration, en faire un projet politique. Est-ce que ce n'est pas légitime? C'est légitime, mais ce n'est pas déterminant dans l'action politique. Moi-même, j'étais un frustré en 90. J'étais très nerveux. Je vous pose la question. Comment se porte le Cameroun aujourd'hui? Bien et mal. Il faut être mitigé. Et comment est gouverné le Cameroun? Bien et mauvais. Bien et mal. Comment est géré le pays? Vous avez bien fait de rectifier, comme ça cohérent avec notre mot. Gouverner et gérer. Oui. Le pays est géré. De PIB, oui. Il y a des hauts et des bas. Il y a des hauts et des bas. C'est Boucher. Je vous dis pourquoi. Est-ce que pour bien la solution, la seule solution, l'unique, il n'y a pas une autre solution à votre avis? Dans la solution actuelle. Non, il y a beaucoup de Camerounais très brillants. Peut-être qu'ils ne sont pas encore en politique. Vous êtes brillants. Peut-être un jour vous allez entrer en politique. Ils sont très nombreux, ils ne sont pas encore entrés en politique. Dans les conditions actuelles, c'est le meilleur. Je le dis et je l'assume. Tout à l'heure, je vais vous le démontrer en 2 secondes. Oui, vous savez que je suis très fort pour ça, en toute modestie. En 2 secondes. Oui. Mais je vais d'abord revenir sur un fait, permettez-le si je vous en prie. L'une des raisons pourquoi, après ce que j'ai dit il y a 2 ans, dans cette vidéo, que j'assume, je le répète, j'ai fait des enquêtes et j'ai découvert un événement, je vous dis. Lorsqu'on décide d'évaluer le franc CFA en 1994, je crois, non 94, je crois. 94. Le président bien rencontre Omar Bongo et le président Abdou Diouf. Il leur dit, nous ne pouvons pas accepter ça. Vous, Bongo, vous êtes un doyen. Vous, Diouf, vous avez une certaine expérience. Sortons le franc CFA. Les 2 présidents, Diouf est vivant, hein, quand il parle là, sont allés voir les Français pour leur dire que voilà ce que le président Biya avait fait. On a causé des problèmes terribles au président Biya. Dites la vérité à notre peuple. Quand moi j'ai appris ça... D'où tenez-vous cette information? Allez vérifier. Où je vais vérifier où? Allez vérifier. Allez vérifier. Le président Diouf, vous êtes un journaliste internationalement connu, je connais votre audience. Vous pouvez rencontrer le président Diouf. Ce que vous dites, ce sont des faits. Vous pensez qu'il acceptera de dire qu'il a fait ça? Je vous donne des faits. Les gens, les témoins sont vivants. Moi, je suis quelqu'un qui travaille, qui fait des recherches. Le président Biya va avoir des problèmes. L'ajustement va être très dur contre le Cameroun. C'est l'une des raisons que la France va utiliser pour le lui faire payer. C'est d'abord pour cette raison qu'on fait lire la résolution de la dévaluation du franc CFA par un ministre camerounais, Antoine Tchimile, son époque. Il faut éduquer la population. Quand j'ai appris tout ça, je connais les batailles que mène ce papa. Le respect de son âge m'interdit de continuer à faire ce qu'on faisait il y a 20 ans, 25 ans. L'insulter matin, midi, soir. Je me suis repenti par rapport à ça. Je connais les batailles qu'il mène, les pressions qu'il y a sur lui. Je vous donne un autre exemple pour les pressions que vous allez voir qu'un président peut gérer. Mebara, le ministre Mebara, il est en prison aujourd'hui. Ça ne me réjouit pas. Il est en prison aujourd'hui. Il a écrit son bouquin. Dans ce livre, il dit une chose. Quand il est nommé secrétaire général de la présidence, le père Biya l'appelle, il lui dit, mon fils, tu es ici à ce poste, c'est moi qui t'ai nommé. Je donne un conseil majeur, si tu veux réussir. Méfie-toi de 2 ministres importants de ce pays. Ils sont très dangereux. Méfie-toi. Je ne veux pas citer les noms. Ils sont non, ils sont vivants. C'est dans le livre, non? Non. Ah, c'est pas dans le livre. Ils ne citent pas, mais je connais. Les 2 qui y parlent. Mais excusez, je n'ai pas créé une bombe dans le pays. Les gens veulent de la précision. Les auditeurs de Balafon sont trop exigeants. Notre rôle, c'est d'éduquer. Je ne suis pas un populiste. Le moment venu, on pourra le faire plus tard. Mais ils sont vivants, je respecte leur fonction, je respecte leur âge. Ils sont là. Ils sont toujours en fonction? Ils sont en fonction. Il y en a un qui est toujours en fonction. Le président lui dit, méfie-toi de ces gens, ils sont dangereux. Vous me demandez, mais comment ce sont tes proches collaborateurs? Et il dit ça. Je le dis pour que les gens comprennent la complexité de la fonction présidentielle. C'est ce que je suis en train de dire. Ce n'est pas une affaire de quartier et de rue. C'est complexe, la fonction présidentielle. Vous avez sur vous toutes les pressions internationales et nationales. Vous avez la trahison des collaborateurs. Souvent, quand vous êtes président, vous êtes obligé de conserver quelqu'un pour mieux le neutraliser. Parce que vous savez qu'il est même dangereux pour le pays et que vous seul, vous pouvez le neutraliser. Les gens ne comprennent pas. Donc, si on se met dans les humeurs, les frustrations de quartier, on ne comprend pas ces choses. Il faut avoir le courage d'enseigner notre peuple. C'est notre démarche. Je reviens maintenant à votre question sur le G20. C'est du beau chose. Je voudrais dire aux Camerounais, en toute humilité, c'est le pouvoir qui est venu vers Bandakani. Il faut le dire. Comment ça s'est passé? Ne pas devant votre média. Oui, bien sûr. Ne pas c'est en public. Ok, si le pouvoir peut me démentir, démentir. Je vous dis. Qui est venu vers vous? Non, je ne veux pas dire le nom. Pourquoi vous ne dites pas les noms? Je suis un homme d'État. Puisque Maître Momo a dit que c'est le ministre Atangati qui l'a contacté. Il l'a mis dans le G20. C'est son droit le plus absolu. Soyez précis, dites les choses aux gens. Je peux vous citer 1000 personnes du pouvoir qui viennent vers moi. Qui vous a contacté? Le pouvoir a contacté le président Bandakani. Je suis un homme qui aspire à gouverner le pays.
c'est pas léger. J'espère brûler le pays. Le pouvoir m'a contacté. Le moment venu, on va écrire des livres, on va dire certaines choses. C'est cela aussi qu'on connaît un homme d'État, qui n'est pas là pour réagir à la pression populaire, qui peut la dépasser pour l'intérêt supérieur du pays. Pour l'instant, je ne dis pas. Même s'il y a 1000 pressions, je ne dis rien. Écoutez une chose, le pouvoir est venu vers le NMP du président Bandakani. Il nous a dit ceci, Monsieur le Président, nous vous suivons depuis des années, vos positions sont constantes et cohérentes. Est-ce que vous pouvez travailler avec nous dans ces conditions-ci, dans ce cadre-ci d'élection présidentielle? Quel est votre projet, monsieur ces gens de pouvoir? Nous avons discuté. L'intérêt de mon parti, rencontrer ce qu'ils étaient en train de faire, nous avons dit oui. On nous a dit le cadre dans lequel ça va se faire. Pour l'instant, c'est la signature d'une déclaration. Voilà comment le président Bandakani se retrouve dans le G20. C'est clair, dans le G20. C'est clair. Mais avant le G20, Cyril Bojiko, les 14-15 juin, à Douala, le président Bandakani et son parti organisent le congrès ordinaire de notre parti. Et vous savez qu'il y a beaucoup de candidats qui vont là-bas sans avoir fait un congrès ordinaire de leur mouvement. Ils sont même candidats par l'entremise de notre parti. Voilà une curiosité du jeu politique camerounais, mais on y reviendra. Près de 2000 délégués venus de toutes les régions du Cameroun, parce qu'on dit que nous sommes un petit parti, et de la diaspora, qui ont payé leur billet d'avion pour venir à ce congrès. Près de 3 millions de sympathisants dans le monde ont envoyé des messages de soutien par Internet. Qui finance votre parti? Je vous arrive. Nous avons fait avec les cotisations des gens comme ça qui est celui-là, des petits gens de notre parti, et la contribution de la diaspora. Cotisation, c'est les Bojiko. On a dit à l'époque le RDPC a financé. Vous savez, cette vidéo, c'est ce qu'il peut trouver sur moi. Je suis l'un des hommes politiques les plus propres du Cameroun. Il n'y a pas un dossier contre Bandakani. C'est pour ça qu'on peut sortir la poubelle comme ça pour mettre ça. Parce qu'il n'y a rien d'autre sur moi. Mais d'autres en ont plein. Et tout à l'heure, je reviendrai dessus. Parce que ça va, on va se dire la vérité ce matin dans votre radio. Donc, je fais le congrès du parti. C'est des Bojiko. Devant le monde entier, je vous ai invité, j'ai invité tous les médias. Mon parti me confie la mission. Mon parti a des guillemets. Notre parti. Les militants me confient la mission. Ceci. Président, comme vous ne pouvez pas être candidat, parce qu'il faut le dire, la loi des cartes d'office. Il faut le dire, vous le savez. Vous n'avez pas de conseil municipal. Vous le savez, Bojiko, je ne suis jamais allé à une élection présidentielle. Je ne suis jamais allé, je reviens. Donc pour vous, une assise politique, c'est la base. Vous voulez d'une base électorale? Non, j'y reviendrai. J'aime votre question. J'aime ça. Donc, les militants nous disent, comme président, vous ne pouvez pas être candidat. Et je voudrais vous rappeler que je suis l'un des rares hommes politiques qui a subi l'appel du peuple, en interne comme en externe pour être candidat, vous le savez. Des gens appelés depuis 7 ans, président, te veut comme candidat. Je leur ai dit, la loi ne permet pas pour l'instant. Ils m'ont dit, à défaut de ça, nous te donnons le mandat de soutenir l'armée du Cameroun. 1. De soutenir le président Biya. Ces déclarations ont été rendues publiques avant le G20. Mais certains médias, ça ne les arrange pas. Évidemment, on a fait l'impasse. Mais les documents sont là, rendus publics. Donc, même sans le G20, le parti m'a donné le mandat de soutenir l'armée du Cameroun et le président. Même sans le G20, j'aurais fait une conférence pour le déclarer comme j'ai fait en 2011. Je l'aurais fait, M. Philippe Bojiko. Voilà les conditions concrètes qui nous amènent à intégrer cette dynamique. Maintenant, venons dans le fond. Vous dites, tout à l'heure, vous avez parlé de revirement, Cyril Bojiko. De revirement. Et vous avez parlé de base électorale. Ça veut dire qu'une partie du peuple est avec certains hommes politiques que vous appelez grands partis. On va aller pas à pas. L'un des grands partis du Cameroun, l'UNDP, il est au gouvernement, peu importe, mais il a souvent été de l'opposition. Ce n'est pas quand on parle de revirement, c'est un modèle de quoi? De conseil ou bien de revirement. Mais il a une base électorale. Allez vous faire réfléchir ce que vous appelez votre peuple. M. Belobouba, le président Belobouba, c'est un ministre, je respecte son âge et son parcours, nous a habitués au revirement. Mais il a une base électorale. Vous prenez un grand parti de l'opposition, le SIF. Tous les congrès du SIF en partie, du moins ces 3 dernières années, quels sont les invités spéciaux du SIF? C'est le RDPC et M. Jean Kuete. 4 heures pour faire un discours. On n'invite même pas les amis de l'opposition, entre guillemets. Même pas. C'est le RDPC, invité spéciaux. Dernièrement, c'était l'invité spécial, Titi Sezoa, ancien ministre du Cameroun. Le président Foundi, pour qui j'ai un profond respect, pour le rôle historique qu'il a joué dans ce pays, est un ancien du RDPC. Revirement, c'est les Bojiko. Ils ont une base électorale. C'est la base du peuple, mon cher Bojiko. Ils ont des conseillers municipaux, ils ont des gens à l'Assemblée nationale. Monsieur Maurice Kamto, le grand professeur, pour qui j'ai un profond respect, c'est un des grands partis que vous appréciez. Revirement,
Il a écrit des livres, L'urgence de la pensée, allez lire, dans lesquels il décrivait M. Biya comme le démon et ce pouvoir comme étant les pires dictatures qu'il faut en sortir. Ministre de Biya pendant 8 ans. 8 ans. Et cela n'a pas suffi. Il ne sait plus à faire des délits d'initié. Il était ministre, il se donne les marchés, lui, à lui. Il était PCA d'une entreprise, il gagne les marchés du ministère. 8 ans de revirement. Aujourd'hui, il a reviré, il est opposant. Il est grand parti, vous l'appelez les grands partis, ils ont des bases électorales. Sur la base de votre peuple, mon cher Sidi Bojiko. Le ministre Chiroma, pour qui j'ai un profond respect, il était opposant avec nous, vous le savez. Il a été au gouvernement. Il en est sorti, il est entré. Revirement, revirement, revirement. Il a des conseillers municipaux et des élus. C'est un grand parti. C'est la base électorale du peuple. Je peux citer comme 100 000. Vous, d'où sortons pour nous faire le procès du revirement? Ce peuple que vous appréciez tant là, il est amnésique, puisqu'il adore les grands partis, dirigés par des leaders qui sont des champions du revirement. Ça veut dire quoi? Dans une certaine opinion ici, il y a des revirements qui sont très bien appréciés par le peuple. Il y a des revirements qu'on peut démolir pour salir le président Bandakani. J'ai un honneur qui est établi dans le monde entier, Sidi Bojiko. On me connaît comme un homme de morale et d'honneur. L'impopularité ne me ferait pas. En 2011, j'ai affronté la mort quand j'ai appelé à voter Biya. Je suis tenu debout. Les faits m'ont donné raison après. Ceux qui m'ont combattu sont allés au gouvernement. Ils étaient avec eux et tout et tout. Il y a même des gens qui sont candidats à l'élection présidentielle comme début de leur carrière politique. J'apprécie. Mais Sidi Bojiko, quand Bandakani, au Malidem, avait Anissé Kanye, à qui j'ai rend honneur, jamais je m'attaquerai à Anissé Kanye. Il a tenu ma main en politique. Ne comptez pas sur moi pour le faire. Quand je te Malidem, certains qui s'appellent Macron aujourd'hui de la scène politique, quand moi je protégeais les étudiants comme massacrés à Yaoundé, dans le cadre de leur grève, dans le cadre de la dette, nous les avons gardés au Malidem, protégés. Ce monsieur Macron était un policier de l'État pour traquer les étudiants. Il est très populaire aujourd'hui. Donc vous devez comprendre que notre rôle est d'éduquer le peuple. Vous ne devez pas l'informer dans l'infra-politique et la racaille. Pourquoi vous citez les uns et pas les autres? Qui est ce monsieur Macron? C'est un candidat. Vous avez peur de donner son nom? Kabla Libi. J'ai de la sympathie pour lui parce qu'il est jeune. Moi, j'encourage les jeunes qui commencent la politique. J'étais passé par là. Mais puisque des gens ont mis des batteries, ont créé des gangs dans les réseaux sociaux pour attaquer mon honneur, je vais les répondre. C'est dit Bojiko. Il faut leur répondre. Vous savez pourquoi, entre autres raisons, je soutiens le président Biya? Non. Parce qu'il est le créateur de tout ce que vous appelez opposant. Vous n'avez même pas du respect pour le concept de position. Monsieur Biya est le créateur. On le prend un à un. Le président John Fundi, ancien du RDPC, il a été battu par Chidi Achou. Vous le savez. Oui. C'est à partir de là qu'il commence sa carrière d'opposant. Pour la section RDPC de la maison. J'ai dit que j'ai un profond respect pour le chairman. Il a joué un grand rôle dans l'histoire de ce pays. Mais je rappelle des faits, sans vouloir froisser sa dignité. C'est un monsieur pour qui j'ai du respect. Nous avons contribué à sa grande carrière dans les années 90-92. Avec l'Anissé, les Koué, les Dieux comme les autres. Nous avons tenu sa main, M. Bojiko. Les statuts du SDE ne permettaient pas qu'il soit candidat. Nous avons mis sur pied une stratégie pour que M. Fundi soit candidat. Et qu'est-ce qui empêche à Fundi d'être candidat? Les statuts du SDE à l'époque. Vous savez qui était candidat, je vous dis. Ça disait quoi ce statut? Le candidat naturel, c'était Bernard Mouna. Pourquoi? Ben, elle a demandé à ceux qui ont créé le SDE. Qui était le président du SDE? Non, il était le candidat naturel. On a mis M. Fundi devant. Parce qu'à l'époque, il était populaire dans la ville, il avait des activités qui le rendaient populaire. On l'a mis devant comme... Qui a fondé le SDF? Oh, vous connaissez l'histoire, dites-nous. Les Bernard Moukon et les autres. Les Siga Senghor. Le Bernard Moukon qui est décédé. Le même Moukon encore? Mais encore, ce sont des fondateurs. Mais bien sûr. A créé le SDF. Et je vous dis à l'époque, quand nous on mourait pour M. Fundi, on s'en fichait qu'il soit anglophone ou pas. Ça ne passait pas dans notre esprit. Ça ne passait pas dans notre esprit. Nous avons mobilisé le peuple pour lui. Je suis très déçu aujourd'hui de voir le chairman. Joe de son âge dit que s'il était jeune, il devait devenir ambazonien. Ça m'a fait mal. Parce que nous, quand on l'a porté à l'époque, on ne voulait pas savoir qui il est. On a vu un homme courageux qui s'est levé dans le pays. On l'a encadré pour ça. Il était l'ancien du RDPC, Sidi Bojiko. Je vous ai parlé des invités spéciaux qui sont invités au congrès du SIF. Vous pouvez me dire pourquoi un parti de l'opposition a pour invité spécial pendant 2 ou 3 congrès le parti au pouvoir? Non, je ne sais pas. Mais réfléchissez. Dites-nous pourquoi. Oh non, il y a des deals. Quand les gens même scellent les alliances par les mariages entre les ponctes du régime et les ponctes d'un parti d'opposition, vous êtes naïf, vous croyez que c'est pour rien? Quel mariage? Oh ben, il y a les filles des barons du SIF qui marient les filles du Dongwe Sumba.
le ministre, non, c'est un président du groupe parlementaire de l'EPC, Oui. c'est un patriarche, je respecte son âge, qui épouse, ils se marient entre eux. Dont les enfants des opposants épousent des enfants des Vous croyez que c'est le hasard? dont les familles sont liées. Vous croyez que c'est le hasard? Lorsque le ministre Belinga a été débarqué de ses fonctions, entre parenthèses, le ministre Belinga, il y a eu deuil dans certains partis, jusqu'à aujourd'hui, le deuil n'est pas fini. Dans quel parti, par exemple? Non, le deuil n'est pas fini dans certains partis de l'opposition qui invitent le LDPC dans leur congrès matin, midi, soir. Il y a eu deuil, le deuil n'est pas fini. Allez savoir pourquoi. Pourquoi? Allez savoir pourquoi. Les deals obscurs. Et on ose s'attaquer au président Bandakani, qui se bat pour le Cameroun et qui aime ce pays. Mon cher Bodiko. Biya a dit dans Jeune Afrique, le président Biya, je m'excuse, moi je l'appelle même papa. Le président Biya a dit à Jeune Afrique, j'aide constamment M. Froundi. Il n'était pas la bouche, hein. Quand l'épouse de Froundi était malade, son ancienne épouse, il y a eu un avion médicalisé pour l'évacuer. Ce privilège, vous ne l'aurez jamais, M. Bodiko. Non, mais c'est humain, c'est normal. C'est humain, d'accord, mais sauf que vous ne l'aurez jamais. Et il y en a qui ne l'ont jamais, qui ont servi ce pays, n'ont pas ce privilège. Donc le président n'est pas le diable. Quand il fait l'humanité, comme vous dites, il est bon. Mais il devient le diable en campagne électorale. Un peu de cohérence à ces gens-là. Un peu de cohérence à ces gens-là. Un peu de cohérence. Prenons M. Akere Mouna. Je respecte de grands avocats, brillants juristes. Qui a fabriqué M. Akere Mouna? Tous ces contrats ont été gagnés où? Dites-nous. Pas dans l'État du Cameroun. Est-ce que c'est pas son droit? Bon, si c'est son droit, ça veut dire que l'État n'est pas le diable. Non, mais c'est un avocat camerounais. Je suis d'accord avec vous. Donc l'État n'est pas le diable. C'est un privilège ou alors? Non, je prends vos noms. C'est-à-dire que l'agent de l'État est bon, sous Paul Biya. Les contrats sont sucrés. Mais en campagne électorale, il devient le diable. Quand il donne les contrats, il est le président du Cameroun. Hein. Il est le président du Cameroun. Monsieur Akere Mouna, ces grands contrats sortaient de là. Je vous rappelle, il y a 2 ou 3 ans, Cédric Bojiko, monsieur Akere Mouna est venu ici avec le président Thabo Mbeki, ancien président de l'Afrique du Sud. Dans le cas de l'Association africaine des avocats. Vous l'avez oublié? Officiellement demandé qu'on donne le prix Nobel au président Biya. Ils ont été reçus au palais présidentiel. Akere Mouna était devant, Mbeki était là. Il y a eu une embrassade entre le président Biya et Akere Mouna. En 2 ans, Biya est passé de prix de nobeliste à démon pour monsieur Akere Mouna. Vous me parlez de cohérence, moi Bandakani. Les gens osent m'attaquer. Moi Bandakani. Ils ferment les yeux sur tout ça. Vous me parlez du peuple camerounais, monsieur Akere Mouna. Voilà monsieur qui allait dire à l'ONU que le Cameroun c'est 2 États. J'ai sa lettre. Maintenant il est candidat de 2 États. Il est candidat de quel État? Il dépose sa candidature où? Elle est comme de 2 États? Oh mon Dieu. Voilà la cohérence de vos hommes politiques. Je ne viens pas si monsieur Kamto, j'ai fini. Qui a compris que M. Biya n'est pas le diable pendant 8 ans quand il est ministre. M. Biya n'est pas le diable quand... Mais il a démissionné. Oh. Il n'a pas été débarqué. Ben, Gagama avait démissionné. Le ministre Gagama a démissionné. Il n'est pas le premier. Il est candidat aujourd'hui contre Biya. Il est démission. Mais il est aussi candidat contre le président Biya. M. Kamto n'inaugure, le président Kamto, respect pour lui, n'inaugure pas les démissions politiques au Cameroun, le gouvernement. C'est le deuxième. Garga a démissionné. Alors donc maintenant vous voulez justifier. Vous voulez effacer les 8 ans au gouvernement du diable par la démission. Puisque vous fréquentez Biya le diable. Bandakani n'a jamais été ministre du gouvernement Biya. Je n'ai pas la carte du DPC. Jamais je ne la prendrai. Jamais je n'ai occupé une fonction officielle dans ce pays. Je suis un patriote. Mais vous tolérez qu'un monsieur peut passer 8 ans auprès du diable en personne. Manger à sa table les plats diaboliques. Accepter que son épouse ait des promotions dans l'État du Cameroun, des promotions du diable. Et en campagne électorale, non, là il est Dieu. C'est bon. En campagne électorale, il devient le diable. Vous nous prenez pour des moutons. Nous sommes les idiots. Je ne suis pas un idiot, monsieur Cédric Bojiko. Je ne suis pas un idiot. Je vais continuer. Le président Damdoya, profond respect pour le président Damdoya. Grand homme, de par son âge, de par son parcours. Le père de M. Damdoya s'appelle Aruna Ndoya. C'est avec ces hommes-là que la France nous a installés dans la merde où nous nous trouvons. Le président Damdoya se réclame de M. Moïkou Samuel, le père de Moumié. Il s'en réclame souvent. Il dit que Moumié, c'est un patriote. Souvent, le plus de ça, souvent même célébré Moumié. Mais je voudrais rappeler que ceux qui ont tué Moumié, c'est un colonel français, William Bechtel.
C'est le système français qui a été incarné par Aruna Ndoye, ministre de l'Intérieur. À quoi ça le regarde son père? Non, je veux dire quoi? Je veux dire que je ne fais pas un procès de filiation, rassurez-vous. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on ne donne pas de leçons à nous. Qu'on ne donne pas de leçons de cohérence, mon cher Bojiko. Le président Damdjoua est au gouvernement de ce pays, oui ou non? Bien sûr. Voilà. Aujourd'hui, il est opposant. Est-ce que moi, je lui fais un procès pour ça? Je fais un procès pour le président Damdjoua pour ça, pour qui, je le répète, j'ai un profond respect de par son parcours et l'âge qu'il a et la sagesse qu'il incarne. Mais puisque, je vous donne les faits, puisque vous faites des procès de revirement aux gens, mais allez jusqu'au bout. Mais aujourd'hui, c'est Joshua Chic qui est candidat, ce n'est pas John Fondé. Non, je parle d'abord, je vais arriver. Vous voulez qu'on parle aux choix? Vous voulez qu'on en parle? Mais lui aussi, vous avez des choses à lui reprocher? Je voulais qu'on en parle. Allons-y. Puisqu'on est dans une bataille politique et que les gens ont identifié Bandakani comme une force qui monte et qui est le principal obstacle à leurs ambitions politiques. Mais on va s'affronter. Moi, je suis un lutteur. Je sais faire la guerre. Donc, M. Damdjoua a été au gouvernement. Son père a été ministre de l'Intérieur. Il a été au gouvernement pendant très longtemps. Il a été un bon ministre en passant. Au gouvernement pendant très longtemps. Aujourd'hui, il est opposant. On ne lui fait aucun procès. Le peuple du Noun le vénère comme un dieu. Pourquoi me fait le procès? Parce que je suis un malchanceux? Oui, parce que je suis fou. On est au Cameroun, chacun est en train de voir. Le président Ozi Ochoa, M. Seri Bojiko, j'ai un profond respect pour lui. Il est jeune, il incarne de l'espoir, il est vice-président du SIF, il est député. Je respecte ses fonctions. C'est un monsieur. Il a une entreprise. Tous ses contrats viennent d'où? Oh, Badakani allait prendre l'argent à Yaoundé. Oh, ça fait pitié, Bojiko. Le Kamaché, j'ai entendu quelqu'un dire que c'est un mandat de mendiant. Mais si moi j'étais assis ici hier, cette personne qui a traité de mendiant, je lui ai rappelé qu'il est son parcours devant tous les Camerounais. Voilà votre pays. Des bandits appellent d'autres bandits. Des gens innocents. Passons. Monsieur Ozi Ochoa, la plupart de ses contrats viennent d'où? L'État du Cameroun. On se moque de qui? Où on sait l'État? On gagne les marchés, c'est bien, c'est normal. Doit-on refuser les contrats parce qu'on est opposant? Je n'ai pas dit ça. Justement, je dis que ne venez pas après nous dire que l'État là qui vous nourrit est le diable. Est-ce que ce n'est pas son travail de gagner des contrats? C'est son travail. C'est pas légitime ça? C'est même super légitime. Où est donc le lien entre la politique? Le lien, c'est que ne venez pas nous dire après que vous opposez au président Biya, qui est le président de l'État qui vous donne les marchés. Mais vous ne pouvez pas le voir ça? Le lien est clair. Bandakani. Voilà ce que je suis en train de dire. Donc, en RCA, l'actuel président a été l'ancien membre du gouvernement du pouvoir renversé. À Burkina Faso, l'ancien chef de l'État a été l'ancien membre du gouvernement renversé. Au Sénégal, Macky Sall a été le ministre et l'un des grands dignitaires de celui qui l'a battu aux élections, à savoir Abdoulaye Wade. Est-ce que parce qu'on a mangé, est-ce que parce qu'on était membre du gouvernement, est-ce que parce qu'on est du RDPC, on ne peut pas demain avoir des convictions politiques et passer à l'opposition? Non, je n'ai pas dit ça. Vous avez raison, Bojiko. Je suis d'accord avec vous. La différence, c'est quoi? Ne traitez pas... Quand vous vous entrez, c'est bien. Voilà mon problème. N'est-on opposant ou devient-on opposant en logique politique? Non, on n'est pas opposant. On devient opposant. Ce n'est pas une affaire de sang. Je vous rassure. Comprenez-moi bien. Je ne dis pas que c'est mauvais. Non. Ce que je dis, c'est qu'assumez jusqu'au bout. Ne venez pas dire à ceux qui font ce que vous avez fait. C'était bien quand vous faisiez, et quand d'autres font, vous dites que c'est mauvais. Voilà le problème, Bojiko. N'encourageons pas ça. Voilà tout mon problème que je suis en train de dire. Moi, je dis ceci. Le jour où moi, je vais entrer au gouvernement du Cameroun, je vais l'assumer jusqu'au bout, mon cher Coco. Je ne venais pas être au gouvernement du Cameroun et après demain insulter le gouvernement là. C'est ce que je suis en train de dire. Ça s'appelle la cohérence. Pourquoi? On nous donne des leçons de cohérence. On nous donne des leçons. On dit que, écoutez bien, c'est des Bojiko. Il y a une campagne violente qui a été menée contre moi, contre nous. On dit que les mendiants sont là à Yaoundé. Ils ont pris l'argent de M. Atangandi, le ministre. Ils ont fait ceci. D'accord. Mais alors, pourquoi quand je réponds, je dis que vous avez reçu de l'argent? Mais Bojiko, vous me connaissez. Vous me connaissez. Bon, les autres ont reçu de l'argent. Non, je ne suis pas par leur place. Mais vous êtes dans la coalition? Non, parlez de moi. Non. Chacun est venu signer une déclaration. Le G20, c'est une déclaration. Qui a rédigé la déclaration? C'est le G20 qui l'a rédigé. Qui a rédigé la déclaration? Le G20, les membres et les partis signataires. Bien sûr. Non, il y a eu une réunion. On a travaillé. On a fait la déclaration. Ou à l'hôtel Eton? Non. Dans une résidence à Yaoundé. La résidence de qui? Non, pourquoi voulez-vous que vous le dites? Est-ce que vous cachez les maisons au Cameroun? Mais je ne suis pas obligé de vous dire. Dans une résidence de la coalition, je ne suis pas obligé de vous dire. Rappelez ça. On a fait une réunion dans une résidence. On a fait une réunion. On nous a prêté le bureau d'un ministère. On a fait la réunion là-bas. Le ministère de la République pour faire la motion de soutien à Paul Biya. Est-ce que c'est léger? Est-ce que c'est léger?
Monsieur Bojiko. De prendre le bureau d'un ministère pour Monsieur Bojiko. Une association politique. Vous avez voulu la vérité. Je veux savoir. Non, vous êtes dans votre travail. Oui. Vous voyez que vous dites que c'est légal. Que c'est pas légal, non? Je demande, justement. Alors, vous trouvez que d'autres font même pire. Et vous ne dites rien pour ça. Nous on a fait une réunion dans le domicile privé. Après, on a rencontré quelqu'un dans un ministère. Après, on est quitté, on a fini dans le domicile privé. C'est un crime, je vous le conseille. Mais pourquoi pour les autres ne sont pas des crimes? Eux qui font pire que nous, ils ont fait pire que nous. Est-ce que vous n'êtes pas en train de compliquer l'image que les gens ont du président Biya? Est-ce que finalement vous ne lui rendez pas la tâche compliquée, vous, là? En quoi faisant? En faisant des choses qui ne sont pas acceptées par la morale publique. On a violé la morale. Utiliser par exemple les bâtiments officiels pour des associations politiques. Mais on vous dit que beaucoup de gens le font. Mais est-ce que vous êtes, M. Bandakani, est-ce que vous Tout le monde le fait, c'est dit Bojiko. Tout le monde le fait au Cameroun. Je dis tout le monde. Moi, le problème que j'ai avec vous, c'est que, pas avec vous, hein, vous faites votre travail très bien. Vous êtes un grand professionnel. Le problème, c'est que j'ai l'impression qu'il y a une sélectivité dans une certaine opinion. Le mal, c'est le mal partout. On l'oreille de la table. Pas que ce que d'autres font, c'est bien à un moment donné. Quand d'autres le font, ils ont fait un crime. Voilà tout mon problème. Hein. Je n'ai pas d'autre problème. Pour moi, ce sont des questions domestiques. On parle de la fonction présidentielle. Je tente de vous dire que l'une des raisons qui m'a mené à soutenir le président Biya, c'est que c'est lui qui a créé tous ces opposants. Pour la plupart, il les a créés. Moi, Bandakani, mon parcours, je l'ai fait moi-même. Je ne suis pas la création de quelqu'un. J'ai atteint une statue internationale aujourd'hui par mon travail. C'est dit Bojiko. Ce n'est pas créé par quelqu'un. Vous, Bojiko, on ne vous a pas créé. Vous êtes ce que vous êtes. Vous recevez des prix internationaux par votre travail. Sur le plan politique, je ne suis pas une créature du président Biya, même comme je le soutiens. Je n'ai pas honte de le faire. Je ne suis pas une créature. D'autres sont ces créatures. Il faut souvent savoir dire merci à son créateur. Ce n'est pas un crime. Quelqu'un t'a créé, tu lui dis merci. Maintenant, dans le fond, c'est du Bojito. Terminons par là, parce que... Je vous en prie. Je vous en prie. Ben, vous avez... on va à une élection présidentielle. Les gens sont censés vouloir battre le président Biya, mon cher Coco. C'est leur objectif. Mais quand vous regardez le comportement des gens, ils ne veulent pas battre le président Biya. Pas du tout. Certains veulent devenir premier parti de l'opposition. Vous savez pourquoi? Parce que être premier parti de l'opposition, ça donne des rentes institutionnelles. Ça rend très riche. Quels sont les avantages d'être premier parti de l'opposition? Vous entrez dans les institutions, vous avez des financements publics, vous avez des marchés qu'on vous donne, vous êtes dans certains milieux, vous gagnez des marchés, tout ça est confort. Ça donne beaucoup d'argent. Voilà pourquoi vous voyez certains qui n'avaient rien, c'est pas un crime. Moi, je suis une personne modeste, qui n'avait rien, dès qu'ils entrent dans l'institution, au bout de 10-15 ans, ils deviennent super millionnaires. Donc il y a des avantages dans les institutions. Donc les gens se battent pour conserver les rentes de 20. Il y en a qui sont candidats pour conserver les rentes depuis 20 ans. D'autres sont candidats pour devenir deuxième parti de l'opposition. D'autres sont candidats pour conserver des fiefs électoraux, qui sont même devenus, c'est-à-dire des fiefs féodaux à la limite, régionaux et féodaux. D'autres sont candidats pour commencer leur carrière politique. D'autres sont candidats pour que les petits filets voient au quartier. Bon, personne ne veut battre le président Biya. C'est dit Bojiko. Pourquoi voulez-vous que moi, Bandakani, ayant reçu le mandat de mes militants, je vais m'associer à ceux qui, dans l'avance, refusent de gagner l'élection? Refusent de gagner l'élection. Vous me critiquez d'avoir accepté. Le parti au pouvoir, qui est une mastodonte, qui est une machine, n'a pas besoin, comme on l'a dit, de vauriens comme nous. Des petits partis comme nous, non? C'est ce que vous dites. Mais eux, ils veulent rassembler au-delà même. Ils nous tendent la main. Mais ceux qui veulent battre le président Biya, connaissant sa puissance de frappe, ne se parlent même pas entre eux. Je dis même se parler. Ne s'invitent même pas dans les réunions de leur congrès. Si jamais moi, à mon congrès, j'ai invité ceux qui ne sont pas de mon parti. Vous le savez, non? J'ai invité des gens qui n'étaient pas dans mon parti. On a fait le congrès ensemble. Donc, vous avez affaire à une mastodonte. Vous voulez le battre. Vous commencez à vous dire bonjour à moins 2 jours de l'élection. Vous parlez même pas. Vous voulez le battre et vous voulez faire croire aux Camerounais que ceux qui disent que ce n'est pas possible ça et que, comme les gens ont d'autres projets, il faut protéger le Cameroun qui est menacé d'être éclaté de toutes les régions. Il faut protéger ce pays qui a une armée qu'on veut éclater à l'étranger avec des rapports matin, midi, soir. Vous voulez que nous on perde le temps à courir derrière des gens qui n'ont pas envie de battre Biya? Je préfère le soutenir. Je l'assume une fois de plus. J'apporte mon soutien au président Biya parce que je pense qu'il est le seul dans les conditions actuelles de garantir la continuité de l'État, de protéger l'unité de la nation et son indivisibilité. C'est le seul candidat qui est à l'heure actuelle. Alors que ce que vous avez appelé crise anglophone est en réalité une manœuvre de l'étranger pour faire exploser ce pays, le président a dit le Cameroun est un et indivisible.
Il s'est tenu à ça. Aujourd'hui, vous vous rendez compte que c'est un petit Indo-Pakistanais manipulé par la CIA qui voulait acheter 2 régions de votre pays. Des morts, des gens sont morts pour ça. Une région a perdu sa vigueur économique pour ça. Des familles sont endeuillées et les gens sont en train de pleurer dans cet endroit-là. Le président a dit non à l'individualité du Cameroun. Votre dernier mot, président Bandakani. J'apporte et j'assume tout mon soutien au président Paul Biya. Je suis fier de le soutenir. C'est un grand président, c'est un grand homme. Je demande aux Camerounais de réfléchir. Comment le diable peut vous diriger pendant 36 ans?